Bon, bonjour tout le monde, c'est le fun de vous retrouver en ce mercredi matin. Je ne sais pas chez vous s'il fait beau, mais en tout cas, à part je vois l'écran de Catherine avec le ciel bleu, mais c'est pas mal à ça que ça ressemble. Le printemps s'en vient, on va y arriver. Alors écoutez, on a vu la semaine dernière le droit de former des associations, on a vu comment on les crée, c'est quoi les rôles, les responsabilités des associations, les règlements généraux. C'est quoi le soutien que la Fédération peut vous apporter? C'est quoi le soutien que votre office va apporter? Je vous résume ça. C'est sûr que chacun des sujets en soi aurait pu faire l'objet de discussions pendant 3 heures parce qu'il y a plein de situations qu'on peut vivre et qu'on peut décortiquer. Mais l'idée des formations, c'est vraiment de donner une vue d'ensemble puis de vous outiller ensuite pour savoir où aller creuser s'il y a des sujets que vous voulez creuser. D'ailleurs, ça me fait penser, ce que je vais faire pour la prochaine fois, je vais préparer une liste parce que les outils de la Fédé qui sont sur le site web, dont on vient de parler justement pour répondre à la dame qui avait une information sur est-ce qu'on a un petit 2 pages sur les associations. Dans le fond, je les ai insérés au fur et à mesure du PowerPoint, mais peut-être je vais les ressortir et je vais faire une liste à part qu'on pourra rendre disponible, Catherine, sur le site pour comme ça vous aider à vite trouver les documents dont vous avez besoin parce qu'il y en a beaucoup. Avant qu'on commence, on a fini la dernière fois par une petite vidéo de M. Dubé, qui est votre président. Et on va commencer par une petite vidéo qui a été tournée il y a quelques années, je pense, à la suite d'un congrès ou dans le cadre d'un congrès de la Fédé, et qui vient dire c'est quoi la motivation des gens de s'impliquer dans une association. Pour se mettre un petit peu comme disent les Anglais, dans le mood, on va regarder ça ensemble si vous voulez bien. Là, évidemment, vive la technique. Voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne? OK. Le plaisir. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour le plaisir. Pour moi, c'est pas les autres. Ça fait 14 ans que je suis présidente du comité de locataires. Ben, pour m'occuper avec les gens et puis changer les idées, faire des activités. Moi, au niveau personnel, c'est comme changer d'idée. Ça me puis c'est une façon de déstresser, de relaxer. Premièrement, ça me désennuie. Ça me fait passer mon temps. Puis ça donne de l'aide à tout le monde. 7 ans. On m'a rentré, je m'en attendais pas, puis j'aime ça, organiser des choses. Mais ça a toujours été mon domaine, ça, organiser des choses. Ça fait 4 ans, mais j'ai pas choisi, c'est eux autres qui m'ont choisi. Parce que moi, je connaissais rien là-dedans, je connaissais absolument rien. Et puis, ils m'ont choisi, ils m'ont montré, les autres personnes qui dans les autres blocs, là, dans les autres édifices, ils m'ont montré, puis j'ai appris, puis j'aime ça. La défense des... la défense est le plus... qui ne peut pas se démunir, qui ne peut pas se défendre. Et, ouais, mon père il me disait toujours que j'étais l'avocat du diable. Et je continue. Ça rapporte beaucoup. L'implication, c'est une satisfaction personnelle et générale d'avoir rendu service à des gens qui ont réellement besoin, incluant moi-même, puisque si je suis dans un chalet, j'en ai besoin. Alors, en s'impliquant, alors on se valorise et on valorise les autres qui se diminuent ou qui sont diminués par l'extérieur aussi. Puis, juste le fait de tomber, on pourrait dire, dans une pré-retraite, il faut que je m'occupe. Et puis, donc, de ce côté-là, ça remplit quand même ce mandat-là, de se sentir au moins utile à quelque chose. Ça ne me rapporte rien. Ça ne me rapporte rien. Mais ça me rapporte la satisfaction de dire que j'ai pu aider du monde qui n'avait besoin. Organiser des fêtes, organiser des pluchettes. Quand je vois le monde sourire, moi, ça me fait sourire. Ça m'a rapporté une chose, première des choses, l'adrénaline nécessaire pour continuer personnellement à vivre heureux. La deuxième des choses, ça m'a rapporté la satisfaction d'avoir accompli quelque chose qui, à mon point de vue, est bon.
pour mes semblables et en même temps m'a apporté énormément. Vous n'avez pas idée de la connaissance que ça m'a donné dans ma petite vie. Ça m'a aidé énormément à grandir. J'ai choisi de m'impliquer parce que, premièrement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'aime, qui me passionne. Puis, je me sens aussi utile, importante, si je veux dire, pour d'aider. C'est quelque chose que moi, je trouve important dans la vie de tous les jours. Ben, moi, ça fait plusieurs années que je suis sans travail parce que j'ai eu des enfants. Donc, ça me remet un peu aussi dans le contexte d'une vie sociale, de voir des gens, de sortir de la maison et de voir que mes talents sont encore là et que je peux en faire profiter les gens. Ben, moi, j'aime ça. Je trouve ça très intéressant. J'aime ça composer avec des différences. C'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose que je trouve vraiment... ça m'anime. Alors, j'ai pas de problème au niveau de mon intérêt à moi. Puis, je sens aussi que je suis en train de faire une différence dans la vie des gens. La mienne aussi, mais aussi pour les gens avec qui j'habite dans l'habitation. Nous, c'était pour changer notre milieu de vie, faire en sorte que ça s'améliore, qu'on soit moins oubliés dans notre petit coin. Tu fais une fête de Noël, puis tu vois tout le monde sourit, tout le monde sont ensemble, sont bien. On ne vit pas de conflit, rien. Ben on se dit déjà, là, on a réussi. Bien, moi, je trouve ça valorisant, premièrement, parce que moi, je suis une personne qui a déjà travaillé avant de me ramasser à HLM. Je suis une personne qui a déjà eu des préjugés là-dessus. Puis à ce temps que je suis rendu de l'autre bord de la barrière, puis que je sais c'est quoi, c'est comme ça que je me reprends, puis j'aime bien ça. De toute façon, je travaillais 40 heures semaine et plus avant. Fait que c'est un peu le train de vie que j'avais avant, qui est une continuité, mais qui est sous forme de bénévolat. On est tous. Ça va là? OK. Bon, ben, alors, écoutez, c'est des beaux témoignages, une belle équipe. Vous avez vu des gens que vous connaissez. Il y a des gens, d'ailleurs, qui sont avec nous ce matin, qu'on reconnaît. Puis, on s'ennuie tous de M. Crépeau, évidemment, puis c'est toujours très, très touchant de le voir. Alors, je vais vous partager le PowerPoint et on va commencer notre partie plus formelle. Voilà. OK. Donc, le vidéo, on l'a vu. Juste revenir sur... J'essaie de résumer, dans le fond, ce que les gens nous disent, pourquoi ils s'impliquent. Alors, on s'implique à la fois pour des motifs personnels, parce qu'à nous, ça nous apporte quelque chose, mais aussi pour des motifs qu'on appelle altruistes, des gens qui pensent aider les autres. Alors, ce que ça nous apporte au niveau personnel, bien, le montage commence avec le monsieur qui nous parle du plaisir. Alors, il faut avoir du plaisir. On en a parlé déjà dans les autres formations. Alors, avoir du plaisir, c'est créer un réseau, sortir de l'isolement, développer des nouvelles compétences, apprendre, s'occuper, se sentir valorisé et apprécié, etc. Donc, ce n'est pas des choses qu'on invente, c'est le témoignage des personnes qui l'ont vécu et qui nous le retraduisent. Les motifs altruistes, alors aider les autres, défendre les plus démunis, améliorer le milieu de vie, partager les compétences, donner du plaisir aux autres, travailler au rapprochement dans la diversité. On pense à M. Fitzgerald qui a nommé ça beaucoup. Puis valoriser les autres. Donc, on apporte aux autres aussi. C'est comme une roue. Hein? Ce qu'on apporte aux autres, bien, ça nous revient à nous. Je vous rementionne le guide de base pour ce qu'on disait, là, dont on parlait la semaine dernière, qu'on retrouve sur le site et dans lequel, dans le fond, vous avez tous les éléments des formations que vous allez retrouver là-dedans. Puis, on arrive au comité de locataires. Alors, c'est quoi le rôle de... Alors, on va commencer par le rôle général, puis après ça, on va commencer tranquillement à s'en aller dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, de façon générale, le comité de locataires, je l'ai appelé tout le long le comité. Pour ceux qui sont incorporés, on a vu la semaine dernière qu'on peut être une incorporation à but non lucratif, sans but lucratif, ou travailler sans incorporation. Alors qu'on l'appelle le comité ou le conseil d'administration, dans le fond, c'est le même groupe qui a des responsabilités particulières. Alors, son rôle, c'est de mettre en œuvre les responsabilités confiées par les membres lors de l'Assemblée générale. Alors, pour être légitime, un comité de locataires, bien,
il prend ses mandats de l'Assemblée de ses membres. Il va proposer aux membres un plan d'action, puis une fois que le plan d'action va être adopté par les membres, bien, il va le mettre en œuvre. C'est lui qui va représenter les locataires, par exemple, auprès de l'Office, quand il y a des demandes à faire au comité de secteur, au CCR. C'est un rôle de représenter les locataires et leurs intérêts. Travailler à la qualité de vie dans le milieu, alors organiser des activités, des soupers, des fêtes, travailler sur le bon voisinage. Travailler à la bonne santé de la vie démocratique. Alors, si on veut que l'association soit en santé, bien, il faut que la démocratie soit présente et c'est un des rôles du comité de s'assurer que la vie démocratique suit son cours. Le comité va gérer les ressources financières de l'association. Il va gérer généralement, quand il y a une salle communautaire, souvent, ça va être le comité qui va la gérer. Puis, un de ses rôles aussi, c'est de rendre compte aux membres lors des assemblées générales. Alors, d'une assemblée générale annuelle à l'autre, alors, je prends mes mandats à l'assemblée générale, je les réalise pendant l'année, puis je reviens à la fin de l'année, puis je dis, OK, ça, on a pu le faire, ça, on n'a pas pu le faire, ça a été comme ça, pour que les membres se sentent encore les porteurs de l'assemblée générale. Alors, il y a des éléments là-dedans sur lesquels on va revenir plus spécifiquement. Sur les ressources financières, on va y revenir la semaine prochaine. Sur la salle communautaire, on va y revenir plus tard ce matin. Donc, c'est quoi qui est attendu d'un membre d'un comité de locataires? Hein, c'est quoi? Le rôle de base, c'est évidemment de participer aux réunions. Quelqu'un qui se fait élire sur un comité de locataires et qui n'est jamais là et qui n'est pas disponible, bien, ça part mal. Hein? On peut dire ça? Collaborer aux tâches, c'est une équipe. Le comité de locataires, on va le voir, travailler en équipe, c'est important. Être à l'écoute avec les autres locataires, c'est la même. Ça dit en d'autres mots ce qu'on vient de dire sur le fonctionnement démocratique. Le comité, il n'est pas à part des membres. Le comité, il est élu par les membres, il doit des comptes aux membres, puis il reçoit son mandat des membres. Fait que pour ça, il faut qu'il écoute ses membres, faut qu'il entende ce que les gens disent. On s'attend aussi à ce qu'un comité, les membres du comité agissent, on appelle ça en toute bienveillance et en toute équité. Okay? C'est pas parce que lui, je l'aime pas, ou parce qu'il est fatigant, puis peut-être plusieurs personnes qui ne l'aiment pas, que c'est pas un membre comme les autres. Alors, je dois travailler. Donc, si j'offre des services, ils sont accessibles à tout le monde de la même façon. Puis, en toute bienveillance, c'est-à-dire que je cherche à ce que ça se passe bien, à ce que les gens soient bien dans leur milieu. Alors, je suis comme envers les gens, j'agis avec bienveillance. Donc, avec une bonne volonté, je prends pour acquis que tout le monde est de bonne volonté. Un membre, il faut qu'il participe au bon fonctionnement de l'association, évidemment. Puis, on s'attend aussi à ce qu'il ne se retrouve pas en conflit d'intérêts. Par exemple, si j'ai un membre qui a qui a une petite compagnie privée qui vend des aspirateurs, ben, je ne veux pas qu'il se serve de son rôle au comité pour vendre des aspirateurs à tout le monde dans l'habitation. Okay? C'est important parce que le comité, sa force va être liée à sa crédibilité. Donc, si on est un comité solide, ben, c'est sûr qu'on va pouvoir aller plus loin avec l'ensemble des membres parce qu'on va les avoir en arrière de nous autres. Donc, la crédibilité, si quelqu'un qui se retrouve en conflit d'intérêts, c'est sûr que ça n'inspire pas confiance, comme on dit. Alors, vous avez une petite référence sur les administrateurs. Alors, quand c'est en vert, là, vous voyez, ce sont les fiches de référence que vous... Alors, on se rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, pour aller directement sur les fiches, ce qu'il faut faire, c'est cliquer. Alors, vous pesez sur le bouton « Contrôle » de votre clavier, puis vous cliquez avec votre souris comme vous faites d'habitude quand vous allez sur Internet. Et là, ça va vous amener directement dans le document, dans le site de la Fédé. Bon, ensuite, excusez, je vais trop vite. Alors, je résume ça en disant, ben, le comité de locataires, c'est une équipe. Hein? C'est vraiment, on le dit à toutes les sauces, on le répète, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un one-man show. C'est pas le président décide de tout, c'est une équipe. C'est important de partager les tâches et les responsabilités. Il faut aussi apprendre à déléguer. Des fois, ça prend du temps, hein, déléguer, parce que moi, je sais comment le faire, puis je l'ai fait tellement souvent que je vais prendre des notes parce que je les ai toujours pris. Mais si je ne délègue pas, puis je ne prends pas le temps qu'on investit à montrer à quelqu'un, bien, ça rapporte au bout de la ligne. Ça fait aussi que la personne,
peut-être avoir l'occasion de vous montrer qu'elle est capable de faire d'autres affaires, puis qu'elle est capable, elle a bien d'autres compétences qu'on ne connaît pas. Puis, il faut aussi reconnaître le travail des autres. Je fais le lien avec le plaisir. Hein? Quand on s'investit puis qu'on fait du bénévolat, on ne veut pas avoir des fleurs à tous les semaines devant sa maison, là, mais on aime ça quand même que ce soit reconnu. Fait que si je veux motiver mon monde, il faut que je prenne le temps de les reconnaître. Tout ça avec du plaisir et le sourire. C'est pas tous les jours facile, mais je vous fais une petite anecdote. J'avais suivi, quand je travaillais à l'Office de Montréal, j'avais suivi une formation, puis c'était pour les gens qui géraient des équipes. Puis ça m'est toujours resté, le formateur nous avait dit, quand vous arrivez à l'office le matin, vous mettez votre habit de gestionnaire à l'office. Alors, les gens n'ont pas besoin de savoir que vous êtes chicané avec votre chum, que votre enfant a fait une niaiserie. Mettez votre habit, puis les gens ont le droit d'avoir quelqu'un qui est de bonne humeur, qui va être accueillant. Alors, c'est la même chose, je pense, un peu pour les gens des comités de locataires. Vous avez un habit à mettre, qui est l'habit des personnes qui sont au comité de locataires et qui sont les leaders dans l'habitation. Des qualités, des valeurs, alors la transparence, hein? C'est sûr que si on veut créer un climat de confiance, si on a l'air de cacher des affaires puis de faire les affaires par en arrière, ça n'aide pas. L'intégrité, c'est pas juste de ne pas avoir l'air d'eux, mais c'est aussi d'être intègre puis de gérer vraiment dans tout, sans malhonnêteté, sans mensonge, d'être très, le mot c'est intègre, d'être honnête. Le sens du bien commun. Le bien commun, c'est de vouloir que le climat de vie dans l'habitation soit un climat qui bénéficie à tout le monde et à chacun. Autrement dit, on prend des décisions non pas pour une personne, mais on les prend pour l'ensemble des locataires, mais aussi, il faut que là-dedans, on tienne compte des différences de chacun. Je pense, par exemple, si vous avez une décision à prendre sur l'accessibilité de la salle communautaire ou autre, bien, c'est le bien commun que la salle elle soit accessible, mais c'est aussi le bien commun de penser qu'il y a dans l'habitation des personnes qui peuvent avoir des difficultés particulières, mais que pour participer, on va les aider. Alors, ça fait partie des valeurs qu'il faut que le comité porte. Puis, on l'a dit tantôt, être à l'écoute des locataires. Parce qu'un comité qui est déconnecté de ses membres, il va toffer un an, mais après ça, les prochaines élections, les gens vont vouloir changer d'équipe. Puis, la partie plus pratico-pratique, c'est qu'une association, quand on forme une association, bon, il y a des rôles, des responsabilités, tout ça, mais il y a des tâches aussi. Vous le savez, vous en faites à quart de jour des tâches. Puis, ce n'est pas des tâches qu'on a le choix de faire ou de ne pas faire. Il y a des tâches qui sont de base. Alors, par exemple, animer la vie associative, c'est très large, mais c'est quand même une tâche. Il faut penser comment, dans l'année, le comité de locataires va travailler pour que les locataires, justement, n'oublient pas qu'ils font partie d'une association. Fait qu'il faut mettre, animer, c'est mettre de la vie. Il faut rendre ça vivant. Il faut assurer le suivi des décisions de l'Assemblée générale. C'est ce qu'on disait tantôt. L'Assemblée générale vous donne au comité des mandats, va élire un comité, va adopter un plan d'action, va donner des mandats, puis ben, c'est votre cadre pour travailler. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, il va arriver des nouvelles idées. Alors, par exemple, si l'Assemblée générale vous a donné comme mandat d'organiser des activités, puis que là, il y a une nouvelle fête qui se présente, puis c'est une belle occasion, même si ça n'a pas été voté en Assemblée générale, c'est sûr que si c'est pour le bien commun, on va le faire. Mais on va ensuite rendre compte à l'Assemblée générale. Regardez, vous nous aviez donné ce mandat-là, mais on l'a un peu élargi parce que, puis on vous demande de nous appuyer là-dedans. La comptabilité, c'est sûr qu'une association, un comité de locataires, ben, l'argent, comme ils disent, c'est le nerf de la guerre. Hein? L'argent, là, il faut. Ça, l'apparence, que les gens aient confiance dans votre gestion du budget, c'est essentiel. Parce qu'à partir du moment où ils n'ont plus confiance, c'est comme le vaccin présentement. Ils circulent, puis ils disent « Ah, pas sûr, j'ai envie de cette affaire-là, moi. » Fait que, puis le comité, c'est aussi le gardien des documents officiels, parce qu'une association, ça a une vie qui est plus longue que la vie du comité. Hein? Fait qu'il faut pouvoir passer la suite à un prochain comité ou à d'autres membres dans le futur. Fait qu'il faut avoir la mémoire, il faut avoir tous les papiers officiels pour que les
futurs comités de locataires puissent bien remplir leur rôle eux autres aussi. De la même façon que vous autres, vous allez recevoir les documents officiels, puis ça va vous aider à bien jouer votre rôle. Le comité représente l'association et les intérêts des locataires auprès de l'Office et des partenaires. Je l'ai énoncé tantôt. Dans le fond, c'est vraiment un rôle important, vous le savez, de représenter les intérêts des locataires auprès des instances. Alors ça, c'est le rôle, c'est vraiment la tâche du comité. Le comité qui dirait, moi, là, je fais mes activités puis je ne parle pas à l'Office de l'année, je pense qu'il ne remplirait pas tout à fait son rôle. Je pense qu'il y a des demandes, des besoins de vos locataires qui concernent l'Office et qui concernent aussi le réseau de la santé. Il faut que vous soyez les porteurs de ces besoins-là. Mais c'est des tâches qu'il faut répartir parmi les membres du comité. Hein? On est 3, on est 5, on est 7, on est 9 dans le comité. Il faut être capable, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui travaillent 24 heures sur 24. Il faut répartir les tâches, il faut que tout le monde fasse sa part. Je vois Catherine qui fait des gros yeux. Je pense que elle pense à des exemples. Fait qu'on sait que, toujours dans les tâches, il y a une répartition, parce qu'on sait, qu'on soit incorporé ou non, on sait, les associations se sont quand même développées sur le modèle des organismes sans but lucratif et beaucoup d'associations ont décidé de se donner des postes d'officiers. Alors, dans les postes en général, dans les tâches, il y a des tâches spécifiques qui sont liées à la présidence, à la vice-présidence, au secrétariat, à la trésorerie. OK? Ça n'a pas besoin. Là, on va le regarder comme si c'était des personnes qui occupaient ces postes-là, mais il y a des comités qui ont décidé, eux autres, de plutôt prendre la liste de ces tâches-là, puis plutôt de les partager ou d'alterner. Autrement dit, on a un mandat de 2 ans, un tel va assurer la présidence pendant 1 an, puis l'autre va l'assurer pendant la 2e année. Ou bien la trésorerie, c'est la même chose. On peut alterner les tâches. C'est dans le comité que les tâches vont se partager. L'important, c'est qu'elles soient faites. Fait qu'on va quand même regarder comment, théoriquement, le rôle de chacun pour les comités qui veulent avoir, je dirais, une forme plus traditionnelle de rôle. Alors, c'est des postes bénévoles, évidemment, ce n'est pas des postes rémunérés. Le comité peut choisir de travailler en collectif, comme je vous disais ça, en partageant l'alternant. Puis, on peut aussi former des comités en leur donnant un mandat spécifique. Hein. Il y a le comité de locataires, mais on peut avoir des comités de travail où est-ce qu'il y a d'autres expertises dans l'habitation, d'autres gens qu'on peut impliquer puis à qui on peut donner des tâches avec un mandat. Alors, le président ou la présidente. C'est pour ça que j'ai marqué la présidence pour ne pas avoir à traîner tout le temps le masculin puis le féminin. Alors, ça, c'est le chef d'orchestre. Hein? Quand on a un président, c'est le chef d'orchestre. Mais il y a des qualités particulières. C'est sûr que tout ce qu'on a dit tantôt sur ce qu'on attend qu'il soit disponible, qu'il assiste aux réunions, ça va évidemment pour les membres aussi qui ont des postes d'officiers dans l'association. Fait qu'on ne les a pas répétés, mais il ne faut pas oublier tantôt ce qu'on a dit. Mais là, on va regarder plus des qualités spécifiques. Alors, ça prend du leadership. C'est sûr que quelqu'un qui veut jouer le rôle de président, bien, ça aide que cette personne-là ait un leadership, mais un leadership rassembleur. Pas, je reprends encore mon expression anglaise de tantôt, un one-man show. C'est pas « je suis le président, je décide ». Parce que ça, « je suis le président, je décide », là, si vous voulez que tout le monde retourne chez eux et n'ait plus le goût de s'occuper de rien, c'est la phrase clé parfaite. Alors, on veut quelqu'un qui va réussir à pousser et à amener les gens à s'impliquer, mais pas en usant de l'autorité, plus en rassemblant, en ayant un esprit ouvert d'inclusion. Ça prend quelqu'un qui est capable aussi de reconnaître et de miser sur les capacités des membres de l'association. Autrement dit, c'est quelqu'un qui va être capable d'aller chercher du monde qui ont des compétences, puis il reconnaît ces compétences-là, puis il va leur dire, écoute, moi j'aimerais ça que tu viennes nous aider pour faire telle tâche, je sais que tu es bon là-dedans, puis on va te donner un mandat, on va te donner des responsabilités. Ça prend quelqu'un qui ne fait pas juste parler, ça prend quelqu'un qui écoute. Hein, parce que je suis le président, puis c'est moi qui parle. Ça non plus, ce n'est pas ce qu'on appelle un leadership rassemblant, ça ne rassemble pas. Alors, il faut quelqu'un, puis c'est quelqu'un qui est capable aussi de communiquer, parce que si vous avez quelqu'un qui a de la misère à nommer les affaires, moindrement qu'il va avoir un problème, bien, il ne sera pas équipé pour être capable de régler le problème en parlant à la personne, parce qu'il ne sera pas capable de communiquer. Fait que ça prend quelqu'un qui a aussi
une capacité d'écouter, mais aussi d'entendre, hein, d'écouter, d'entendre, puis d'interagir avec les personnes, d'aller chercher les opinions des autres. Hein. Tout ça, là, dans le fond, ça rentre tout dans la question du leadership rassembleur. Ces responsabilités particulières, j'ai mis entre autres parce que c'est sûr, dépendant des comités, il y en a qui vont en rajouter, mais de base, c'est animer le comité de locataires. Okay? Alors, s'assurer que le comité de locataires fonctionne, que c'est démocratique, que ça se passe bien. C'est le porte-parole, en général, c'est le porte-parole officiel de l'association. Mais ça peut arriver une association qui dirait, ben nous, on a un autre membre du comité qui a plus d'habileté. Je ne sais pas, moi, par exemple, si c'est quelqu'un, le président, je vous donne un exemple à Montréal parce que c'est ce que je connais le mieux. Il y a des associations qui peuvent élire un président qui est unilingue anglophone. Bien, c'est sûr que quand je vais l'envoyer comme porte-parole d'officiel de l'association, s'il va à son conseil de ville, par exemple, bien, ça va être plus difficile. Alors, on peut partager ce rôle-là aussi, mais il faut juste que ce soit clair et que le mandat soit clair. Le président, c'est lui souvent qui va présider les assemblées générales, sauf c'est sûr que s'il y a des situations de tension, on va conseiller d'inviter quelqu'un de l'externe qui n'est pas pris dans le problème. Alors, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui préside l'assemblée générale qui n'est pas pris dans un problème là. Mais souvent, le rôle du président va être de présider et les réunions de comité. Là encore, c'est la même chose. Si ça peut être long, on peut faire ça à tour de rôle et présider les réunions de comité. Il faut juste en parler, mettre ça sur la table, s'entendre clairement. Ça va être la personne qui va signer les documents officiels parce que souvent, c'est ce que soit les bailleurs de fonds ou c'est ce qui va être attendu, que ce soit le président. C'est comme d'usage dans le monde habituel. Puis, c'est lui ou elle qui va coordonner les travaux du comité de locataires, toujours selon les décisions de l'Assemblée générale. Mais il y a un rôle de coordination pour le président. Puis là, vous avez encore une fiche qui va vous donner ça plus en détail, le rôle et les qualités du chef d'orchestre ou de la chef d'orchestre. À côté de la chef d'orchestre, il y a un bras droit qui s'appelle la vice-présidente. Je lis le chat. Oui, OK. Le chef d'orchestre, c'est ça. C'est quelqu'un qui est devant le groupe et qui fait ça de même là, pour que le violon joue au bon moment puis le piano joue au bon moment. Fait, il coordonne les sons, dans le fond, pour que ça donne une musique agréable à écouter, non pas cacophonique. Alors, le bras droit de la présidence, en théorie, la présidence, son rôle, c'est d'agir en cas d'absence du président. Fait que ça peut être bien plate, parce que ça peut être bien... Si le président est toujours là, ben je fais rien. Fait que c'est vraiment... les responsabilités, ça va être de le soutenir dans toutes les affaires. Donc, d'être son bras droit, d'être quelqu'un à qui le président peut dire, écoute, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, peux-tu animer la rencontre du comité de locataires? Ou bien non, peux-tu faire ça à ma place? Mais pour être sûr qu'il est capable de jouer son rôle, si jamais il arrive quelque chose, parce que malheureusement, la vie fait que ça arrive, des fois, il arrive quelque chose, puis que le président se fait opérer, ou tombe malade, ou quitte, que là, on n'a pas le temps tout de suite de faire une élection. Alors donc, c'est intéressant de commencer tout de suite à lui donner des rôles. Hein? On peut l'envoyer faire une représentation dans une organisation. On peut lui demander de présider le comité de locataires. Et on peut aussi voir à ce qu'il soit autorisé à signer les documents officiels. Fait que comme ça, si le président ou la présidente est absent, on n'a pas besoin de faire la démarche pour la signature, c'est déjà prévu. Puis, on peut lui donner d'autres mandats aussi, évidemment, des mandats particuliers, mais c'est le rôle de base du vice-président. Le secrétariat. Alors, là, tout de suite, je vous le dis, ça n'a pas besoin d'être une femme, hein, le secrétaire d'une organisation, parce que souvent, c'est une tâche un peu, des fois un peu, je dirais, un peu ingrate. On va chercher les femmes, mais les hommes aussi peuvent être secrétaires de l'organisation. Ça doit être aussi valorisé que les autres postes. Alors, ça prend quelqu'un, justement, qui a un peu d'aptitude, qui est capable d'écrire, mais ça n'a pas besoin, ce n'est pas un prix littéraire, là. Hein? Il existe des modèles, ce n'est pas un prix littéraire qu'on recherche, c'est quelqu'un qui va plus être capable de prendre les points importants. C'est quoi les décisions qu'on a prises? Qui était là? Alors, il y a des formules là, de compte rendu qui sont disponibles.
Donc, ça prend de la rigueur aussi, parce que c'est sûr que quand je traduis une décision, il faut que ce soit la bonne décision que j'écris sur le papier parce que le compte-rendu, il va être là pour toute l'histoire de l'organisation. Donc, les responsabilités particulières. Alors, rédiger les ordres du jour, les procès-verbaux, la correspondance officielle, etc. Donc, même si c'est une tâche essentielle, la charge, il faut... Parce que des fois les gens ils trouvent que c'est lourd d'être secrétaire. Fait qu'il faut se parler, puis il faut se dire, OK, c'est quoi le rôle dans mon organisation d'être secrétaire? C'est quoi les attentes du comité par rapport à la personne qui va prendre le secrétariat? Est-ce que les comptes rendus, je mets juste les décisions? À ce moment-là, ça tient sur une page ou deux, puis on s'entend, c'est clair. Qu'est-ce qu'on veut? Puis tout s'apprend, puis il y a des modèles, fait qu'il faut pas avoir peur de ça. Il faut dire, je suis capable. C'est la personne aussi qui va envoyer les documents officiels. Alors, c'est la personne qui va, s'il y a des documents envoyés, c'est le secrétaire. Le secrétaire, c'est la mémoire de l'organisation. Okay? Il conserve les documents officiels. Alors, les demandes de subvention, les lettres officielles de la Société d'habitation du Québec, les lettres officielles de la Fédération des locataires. Alors, quand c'est des choses importantes, c'est la personne qui est sur le secrétariat qui va garder la mémoire de tout ça. Ensuite, je vous lance ça pas mal, on va avoir le temps tantôt de prendre des discussions, inquiétez-vous pas. Moi, je vais prendre une gorgée d'eau, par exemple. Et là, on arrive à l'argent. Alors, la trésorerie, la personne qui s'occupe du trésor. Alors, je vais revenir sur le secrétariat. Excusez, il y a une petite inversion. Je vais revenir tout de suite sur la première. Excusez, il y a eu... Alors, vous connaissez Picsou, hein, dans Donald Duck. Picsou, c'est l'oncle qui était riche dans la famille Donald Duck. Alors, la personne qui assure la trésorerie, c'est elle qui fait la gestion quotidienne des fonds. Alors, c'est elle qui détient les cordons de la bourse. Et c'est un rôle très sensible. C'est pour ça qu'on a fait 2 fiches sur ce rôle-là. Fait qu'on on va commencer par les qualités recherchées. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir de l'intérêt. Si on haït ça, gérer des chiffres, c'est peut-être pas le poste qu'on devrait prendre en premier. Il faut de l'organisation puis de la rigueur, parce que même si on ne gère pas des millions, on rend compte, puis il faut être capable que les chiffres, il faut que ça balance, comme on dit. Puis, évidemment, ça prend de l'honnêteté puis de la transparence. Ça, je pense que je ne vous étonne pas ce matin quand je dis ça. Les responsabilités particulières, entre autres, alors, s'assurer que les dépenses sont effectuées selon les décisions du comité. Ça, là, ce que ça sous-entend, puis qui est bien important, c'est que ce n'est pas le trésorier ou la trésorière qui décide des dépenses. C'est le comité, puis qui donne le pouvoir à, par exemple, acheter une balançoire. Alors, ce n'est pas le trésorier qui va dire, cette année, là, on a un petit surplus de 1 000 $ ou on a une subvention, puis on va acheter la balançoire. Est-ce que c'est la décision du comité? Puis le comité va se dire, est-ce que ça va dans la volonté de nos membres? Fait qu'on parle de qu'est-ce que les membres veulent, qu'est-ce que le comité veut, puis le trésorier ou la trésorière qui va gérer. Il faut être capable, il ne faut pas juste être capable. J'ai marqué capable, mais j'aurais dû vouloir répondre aux questions des membres sur les revenus et les dépenses de l'association. Parce que quand je gère le budget de l'association, ce n'est pas mon budget personnel, c'est l'argent des membres. Fait que c'est normal, un membre qui pose une question, où on en est, on a-tu de l'argent dans la petite caisse? Bien ça, cette dépense-là, combien ça a coûté? Puis si on n'a pas le goût de répondre aux questions des membres, on n'est pas dans le bon poste. Parce que c'est tout à fait des questions légitimes que les membres veulent. Ils vont l'avoir à l'Assemblée générale de façon plus détaillée, mais il peut y avoir de l'intérêt là-dessus. Donc, c'est important que la personne soit ouverte à donner les renseignements. La personne, le Picsou va tenir les livres comptables, alors tous les revenus, toutes les dépenses, puis on garde les documents pertinents, en général, c'est des factures ou bien les subventions. Alors, on garde tout ça pour qu'au bout de l'année, ça balance. Alors, j'ai eu tant de revenus, j'ai eu tant de dépenses, alors j'ai un surplus où je suis dans le rouge, mais il faut que tout ça balance. C'est pas besoin d'être compliqué. Il y a des outils. Alors là, vous avez des outils qu'on vous a mis sur le site. Il y en aura peut-être d'autres qu'on pourra aussi vous fournir la semaine prochaine. Mais l'important, c'est de... Ce qu'on voit souvent, là, c'est
les gens ne le font pas au fur et à mesure. Fait que là, ils se retrouvent à la fin de l'année là, avec une boîte avec des factures. Puis là, il faut demander la subvention, puis il faut dire combien on a dépensé. Puis là, on ne sait plus parce que les factures sont toutes mêlées, puis on ne sait plus trop à quoi ça a servi la facture. Et ça c'est sûr que c'est source de difficultés et de conflits. Un, parce que l'Office, pour vous donner votre subvention, va vous demander une reddition de compte claire. Puis deux, parce que les membres vont vouloir savoir à quoi a été utilisé l'argent. Donc, voilà. Et là, excusez. On pourrait conclure en disant la gestion des fonds, c'est une question sensible pour l'ensemble des membres de l'association. Il est normal qu'ils souhaitent une reddition de compte transparente. Alors, tous les membres du comité doivent participer à la gestion financière afin de guider le trésorier et la trésorière. Puis les principales décisions sont prises par l'ensemble des membres du comité. Fait que je pense que c'est les principes qu'il faut se rappeler quand on est, autant pour l'ensemble du comité que pour la personne qui gère les fonds. Puis, il ne faut pas les oublier. Alors, il y a autour de la table les gens à qui on a peut-être donné des titres particuliers, des fonctions particulières, mais il y a aussi l'ensemble, on les a appelés les conseillers, les conseillères parce qu'ils sont sur un conseil d'administration, mais c'est les autres membres du comité ou les autres membres du conseil d'administration. Ils sont égaux, hein? Ils ont la même légitimité que ceux qui ont des postes. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui ont été élus à des postes qui sont plus importants que les autres. Là, au niveau du conseil d'administration, c'est une voix chacun, puis chaque voix compte autant que celle de son voisin. Les qualités, ben, on l'a dit, je reviens sur ce qu'on a dit. Ça prend quelqu'un de disponible. On ne s'implique pas sur un comité si on n'a pas un peu de temps à y mettre. Il faut être disponible, il faut participer aux rencontres parce que avoir un conseiller juste pour dire, se faire élire pour dire qu'on a le titre, puis pas participer, mais c'est pas ça l'idée, là. Donc, ça prend un esprit d'équipe puis une solidarité avec les décisions prises. Une fois qu'une décision est prise en comité, là, ben, elle est prise, puis elle touche, elle lie, elle attache tous les membres du comité. Alors, c'est important dans notre message aux autres locataires, de faire attention à ne pas entacher la crédibilité du comité parce qu'une décision a été prise, puis elle n'est pas populaire chez tout le monde, puis un conseiller dirait « ben oui, ils l'ont pris, mais moi j'ai voté contre parce que je n'étais pas d'accord. » Une fois que la décision est prise, on l'a prise à la majorité et on l'endosse, on est solidaire. On veut aussi des gens qui sont capables de collaborer, de faire leur part. Alors, être disponible, aller aux réunions, ça c'est le minimum, mais prendre des tâches, ça fait partie de la description de job, comme on dit. Des responsabilités particulières, ben, d'aider les autres membres du comité puis d'assumer les tâches qui sont confiées. Si, moi, comme comité, on m'a demandé d'organiser les événements festifs comme les fêtes qui vont avoir lieu dans la salle commune, ben, si j'ai pris le mandat, il faut que j'assume les tâches qui vont avec. Participer aux rencontres du comité en apportant son point de vue. Alors, c'est ce qu'on disait, ça revient à on est tous égaux. On est tous égaux, puis notre responsabilité, c'est aussi de dire qu'on a été élus. Hein? On est légitime d'être là. Il y a des gens qui ont cru en nous. Donc, c'est important quand on est élu, c'est parce qu'on a une crédibilité, c'est parce que ce qu'on dit, ce qu'on pense intéresse les gens. Fait qu'il faut rapporter ça au comité. Il faut que le comité soit enrichi par les opinions de tous ses membres. Donc, on apporte notre point de vue, puis aussi, on apporte le point de vue des locataires. Si on est une personne qui est en lien avec les locataires, bien, autour de la table, notre responsabilité, ça va être de dire, bien, écoutez, sur ce sujet-là, moi, l'information que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui seraient pour ou qui seraient contre, mais pourquoi, puis enrichir la discussion, puis faire valoir le point de vue des membres. Participer aux activités, on l'a dit, veiller à la bonne gestion des budgets parce que ça ne touche pas juste le trésorier. On est tous les membres du comité sont imputables quand ils arrivent à l'Assemblée générale. Puis, veiller à la bonne réputation de l'association, je pense que c'est très important. Alors, ça, c'est une responsabilité qu'ont les membres d'un comité de locataires, c'est de ne jamais salir la réputation de l'association parce qu'on est redevable de ça. On est les porteurs, on est les images. Vous êtes les personnes qui êtes l'image de l'association. Je pense que c'est ici qu'on arrive aux questions. Oui.
Ouais. Donc, on va Bon, revenir en voilà. grand groupe et on va avoir une petite période de questions. Donc, on va enlever le partage d'écran pour pouvoir se voir, tout le monde. Donc, Hélène, si tu peux enlever le partage d'écran. Oui, excuse-moi. De ton ordinateur. Oui, oui. Pas de problème. Voilà. Je vais y arriver. Rendu la semaine prochaine. Comme ça, on voit plus de gens. T'es déjà très bonne. C'est la première fois hein, qu'Hélène fait ça de l'animation virtuelle, donc je pense que ça mérite un bravo parce que c'est quand même un défi. Donc, on a une période de questions. Là, on a vu en général c'est quoi une association de locataires. On a vu les rôles de chacun. Donc, je vous invite à poser des questions si vous avez des questions sur les rôles de chacun. Et aussi, peut-être, vous pouvez partager si vous avez eu des difficultés que vous avez déjà rencontrées dans l'exercice de votre rôle, qu'on pourrait partager à l'ensemble pour voir comment vous avez dénoué ça ou comment on peut apprendre de vos expériences. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient intervenir? Je vais essayer de voir les mains rapidement. On a dans le chat, je vais commencer par le chat parce que là, je ne vois pas les mains. Donc, on a Micheline Lamoureux de Longueuil qui dit « Est-ce que le CCR peut donner un mandat à quelqu'un qui n'est pas un membre du CCR? » Je pense que c'est une excellente question. OK. On parle du comité plutôt que du CCR? Oui, là, on est dans l'association, mais peut-être qu'on peut faire pour les deux. Ben oui, on peut le faire pour les deux. Il n'y a pas de problème. Oui, le comité peut donner un mandat à un membre qui n'est pas dans l'association. Par exemple, ce qu'on a vu souvent, je pense que ça revient un petit peu plus loin, il va arriver que l'association, il n'y aura pas personne qui a le goût d'aller justement au CCR. Fait qu'on peut demander. Puis il y a un locataire qui dit hey, moi, j'étais sur l'ancien comité puis j'aimais bien ça, aller là, pouvez-vous m'envoyer là? Ça, on sait. Alors, c'est un type de mandat qu'on peut faire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on mandate quelqu'un, on délègue, mais on garde une responsabilité. C'est-à-dire que si je délègue quelque chose qui est une responsabilité du président, bien, il faut quand même qu'il se dise qu'il va être imputable. Ça va être lui qui va être imputable devant les membres. Alors, je délègue, mais je garde la responsabilité. Par exemple, si je délègue l'organisation des événements, puis que la personne à qui j'ai délégué, elle n'organise rien, bien, en assemblée générale, les membres ils peuvent dire bien là, qu'est-ce que vous avez fait le comité de locataires? Puis là, on ne peut pas dire bien, je l'ai délégué par rien fait, parce que c'est ma responsabilité de voir à ce que ce soit fait. Alors, il n'y a pas de problème pour déléguer. C'est même une bonne idée, parce que je dirais, il reste que quand on est premièrement, quand on est un comité de 3 personnes, il y a beaucoup de tâches pour 3 personnes. Fait que si on ne se fait pas aider par les autres locataires, on risque de se décourager. Puis, il faut se dire aussi que on n'a pas toutes les compétences. Puis des fois, on a des compétences, puis les autres ont les mêmes compétences aussi. Fait que, oui, la richesse des autres, pour moi, c'est une excellente idée. Mm-hmm. Mais en gardant un suivi pour s'assurer que c'est fait. OK, une liaison, dans le fond, que ce soit au CCR ou avec l'association. Il faut qu'on s'assure d'une bonne liaison pour pas que ça devienne un électron libre qui fait quelque chose peut-être d'intéressant, mais qui est rattaché à rien ou que l'information n'est pas passée. Oui. Donc, j'ai José Trottier qui a une question, une proposition que je trouve intéressante, qui m'a écrit dans le chat. J'ai demandé de prendre la parole. Puis ensuite, j'ai Mme Lamoureux là, à qui je vais céder la parole. Alors, José, c'est à toi. Ouais. Oui, je l'ai écrit dans le chat, tout le monde l'a vu, mais ça fonctionne dans presque tous les organismes, c'est d'essayer d'avoir une date fixe mensuelle. Comme ça, vous n'avez pas à faire de la porte-à-porte pour dire « Hey, on se réunit, avez-vous des questions? » Les locataires, on l'affiche, puis ils le savent le premier lundi du mois, exemple, ou ça peut être le dernier vendredi. Ça, c'est une suggestion. Puis, rappelle-moi ce que tu disais il y a 2 secondes, parce que là, j'ai comme sauté du coq à l'âne. J'avais levé la main, justement, ou ben non, je reviendrai, en réponse à ce que tu disais. Je voulais faire un ajout. À moi? Moi, je parlais de la délégation, de la possibilité de déléguer, mais de s'assurer de faire un suivi, parce qu'on est responsable du suivi. Effectivement. Mais on a besoin des autres. Puis c'est important de déléguer, mais je peux dire que moi, j'ai eu quelques petits problèmes. Comme vous avez dit tantôt, c'est un travail d'équipe, c'est pas un one-man show.
mais j'avais des problèmes. Il faut reconnaître les comités que vous créez. Si vous leur donnez une tâche, puis vous arrivez avec des recommandations, il faut les écouter, il faut les entendre, parce que sinon, ils partent. Ben Ils ne oui. restent pas longtemps. Puis c'est Ben oui. important parce que si vous créez un comité activité, puis c'est vous, en bout de ligne, qui décidez tout ce qui doit se faire, c'est pas un travail d'équipe. Puis je l'ai vu souvent. Parfait. Je peux Excellent exemple. Ouais, je peux dire que moi, ben, malheureusement, je dis malheureusement, ça fait 12 ans que je suis président, secrétaire et trésorier, parce qu'il y en a qui sont là pour les titres, puis ça, là, je suis pris avec. L'année passée, j'ai voulu donner ma démission, ils ont renommé tous d'autres membres, mais moi, ils m'ont gardé. Fait que faut faire attention, quand vous prenez des tâches, c'est important, c'est pas le titre, c'est la fonction qui vient avec. Parce que s'il y avait quoi que ce soit en bout de ligne, c'est vous qui allez être imputable. C'est vous qui allez devoir porter l'odieux de la chose. C'est tout. Et je pense qu'une des préventions là-dessus, c'est de s'assurer, quand on vote autour de la table, les titres, de bien quitte à remettre un papier écrit, c'est quoi? OK, tu souhaites être secrétaire de chaque année, tes tâches. je le dis chaque année, arrêtez d'afficher pour le poste. L'année passée, j'ai présenté ma démission, puis ils l'ont déchiré. Ils disent non, on te réélu. En tout cas, mais c'est important, parce que ça arrive souvent, puis je suis sûr que je ne suis pas le seul à l'écran qui l'a vécu. Il y en a certainement qui sont tout seuls des fois à devoir terminer les dossiers. Ah non, puis savoir déléguer, on apprend, c'est un apprentissage. C'est la même chose avec nos enfants. Combien de fois j'ai vu mon voisin qui a 65 ans puis qui coupe son gazon pendant que ses fils de 15 ans regardent la télé, mais il dit, ils ne le feront pas comme je veux. Mais non, ils ne le feront pas. La première fois, ils ne le feront pas comme tu veux, mais ils vont s'améliorer, ils vont apprendre. Puis c'est un processus délégué. C'est pas je te délègue puis c'est parfait demain matin. Puis tu fais ça comme moi parce que j'ai juste la seule façon de le faire. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on a bien de la misère avec ça. Oui, il faut accepter de partager le pouvoir. Exact. Exact. Il y a des fois où il n'y a personne qui prend la tâche, puis d'autres fois où il y a des gens aussi où ils ne veulent pas, un peu comme l'exemple d'Hélène, nécessairement que ça soit fait. Il y a de tout, mais c'est un travail constant. Merci. Je peux te faire une anecdote? On n'est pas trop... J'ai vu le temps. C'est bon. Dans une autre vie, je travaillais sur la participation des femmes aux élections municipales. Puis on avait fait faire une recherche pourquoi les femmes ne se présentaient pas en politique municipale. Et il y avait un témoignage qui disait ça me fait trop de tâches parce que moi, je ne veux pas déléguer mes tâches à la maison, je ne veux pas les déléguer, je ne veux pas avoir de femme de ménage, je ne veux pas avoir rien faire, fait que j'arrive pas dans mon... Mais elle voulait... c'est ça, les femmes en particulier, on a de la misère à déléguer puis à laisser aller. Hein? Voilà, c'était mon anecdote. Bon. D'autres questions? On va passer, à Micheline Lamoureux. Bonjour tout le monde. OK, mon micro est allumé. Je voulais juste continuer dans ce que José disait. Il y a le titre, il y a la fonction, mais il y a aussi l'implication de la personne. Parce que si la personne est là, comme il disait, juste pour le titre, oui, c'est beau la fonction, mais il faut que la personne soit impliquée en tout temps. Puis je voudrais revenir, est-ce que c'est Hélène? Oui, Hélène. Si on peut déléguer, je comprends qu'on peut déléguer à l'intérieur de l'exécutif du CCR, à l'intérieur des membres du CCR, mais est-ce que ça pourrait être un ou une locataire qui n'est pas du tout dans le CCR, puis qu'on a, je sais pas, on a une recherche à faire sur tel sujet, puis on se dit, une telle a travaillé là-dedans, elle est bonne là-dedans, elle pourrait nous aider. Est-ce que c'est faisable, même si la personne n'est pas dans le CCR? Tout à fait. La règle de base, c'est qu'on peut déléguer autant qu'on veut, mais on reste responsable des tâches pour lesquelles l'Assemblée générale nous donne des responsabilités ou nos règlements généraux nous donnent des responsabilités. Autrement dit, la personne, elle va faire sa recherche, puis elle va vous revenir au comité, elle va dire voici les résultats, puis vous prendrez la décision, parce qu'elle ne peut pas décider pour vous. Alors, comme je ne peux pas déléguer, si je suis élue, par exemple, au CCR, je ne peux pas choisir une autre locataire pour venir à ma place parce que ce n'est pas elle qui a été élue. Okay? Alors, les choses qui relèvent de l'Assemblée générale,
il y a des responsabilités qu'on ne peut pas déléguer, mais toutes les tâches, elles, peuvent être déléguées, mais de s'assurer qu'il y a un retour et qu'il y a une coordination de ce qui a été délégué. À ce moment-là, est-ce que la personne qui a été déléguée pour... on a donné un mandat pour faire une recherche sur tel sujet, est-ce qu'elle peut être invitée, admettons qu'elle ne fait pas partie du CCR, est-ce qu'elle peut être invitée à une prochaine réunion du CCR et donner son point de vue devant tout le monde? C'est le CCR qui décide, bien sûr. Parfait. Mais vous savez de toute façon, même les personnes, même sans délégation au CCR, si le CCR décide d'inviter quelqu'un, il est autonome. Il invite qui veut. Parfait, merci. Il peut même inviter la fédération. Pardon? Oui. Il peut même inviter la fédération CCR. Oui. La même chose pour les associations. Vous avez un projet spécifique. Vous avez quelqu'un, un locataire qui a des connaissances en horticulture. Vous voulez le consulter avant de faire la demande de subvention ou vous adjoindre à lui ou à un organisme communautaire pour pouvoir mieux faire votre demande, que ce soit au CCR ou dans les associations. Je pense que c'est sain de faire appel aux locataires ou à d'autres gens extérieurs quand on a des renseignements spécifiques à demander ou on va aller plus loin puis on ne connaît pas tout, comme Hélène le dit, là. Donc, je pense que c'est une très bonne idée. Puis ça renforce l'équipe, hein, ça, dans le fond, d'avoir du dynamisme, d'avoir une nouvelle personne qui vient nous rencontrer, qui vient nous parler de quelque chose qui nous intéresse. Donc, je pense que oui, c'est une très bonne chose. Donc, je pense que c'est toujours bon d'aller chercher les expériences et les vécus on a tout un vécu en arrière de nous autres, là. Quand c'est des expériences, c'est ça qu'on peut partager avec les autres, c'est toujours gagnant. Absolument. Tout à fait d'accord. Merci. Faire rayonner les autres. J'ai Ghislaine Lefebvre qui me fait des mains. Donc, c'est à Micheline. Ensuite, j'ai Gabrielle. Puis ensuite, je vais aussi demander s'il y a des gens au téléphone. Mais je commence par Ghislaine, là, qui a la main levée depuis un petit moment. Oui, bonjour. Quand tu dis qu'on peut aller chercher des gens à donner des tâches à l'extérieur, moi, j'ai quelqu'un qui est comptable, agréablement comptable, et elle a pris sa retraite. Est-ce que parce que dans les deux comités que je suis, disons que la comptabilité, la plupart du temps, c'est moi qui commence, mais est-ce que je peux la donner, surtout à la fin de l'année, qu'elle puisse me faire ma comptabilité là, officiellement, les rapports qu'on peut remettre? Est-ce que je peux aller chercher la personne? C'est une décision du comité. Alors, vous parlez avec votre comité, puis ils sont d'accord, vous allez, mais si vous êtes la trésorière, vous allez quand même rester la responsable. C'est important que la personne ne fasse pas juste le faire à votre place, mais qu'elle vous explique aussi pour que vous soyez capable de répondre aux questions. Mais il n'y a pas de problème. Elle peut même venir, elle peut être invitée à l'Assemblée générale pour présenter. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit une décision du comité. On revient tout à... C'est la décision du comité. C'est parce que je suis dans la même situation que José. Je suis, même si j'ai une secrétaire, c'est moi qui le fais. Trésorière, c'est moi qui finis. Et en étant présidente, c'est la même affaire. Fait que c'est pour ça, quand j'ai trouvé cette année quelqu'un qui peut faire au moins mon rapport sur l'ordi, là, avec les plus, les moins, les modifications, là. Alors, c'est sûr, quand je présente un rapport, il est final. Oui, je le connais par cœur, le rapport, mais au moins, il y a quelqu'un qui me le fait, là. Fait que, merci beaucoup. De rien. Mais assurez-vous que votre comité est d'accord avec votre démarche. C'est ça qui est important. Pas de problème. On a Gabrielle. Ensuite, je vais voir les téléphones, puis je reviens à José. Bon, moi, c'est pour vous dire qu'à Trois-Rivières, j'ai eu un problème. Il y avait notre comptabilité de 2019 et de 2020 qu'on était porté à l'Office municipal d'habitation. Et le monsieur, il change de chaise en cours de route. Et il y a un monsieur qui m'appelle me dit, Madame Couture, votre comptabilité de 2019, elle est où? On n'a aucune facture, on n'a plus rien de votre comptabilité. Puis on ne l'a pas au bureau en plus chez nous.
Donc, moi, je me présente, on dit, c'est où ça? Là, je passe la journée à me demander où ce qui est rendu. Je reçois un appel le lendemain. Madame Couture, on vient de la trouver. Elle était où? Ben, elle était à l'office à quelque part, mais il avait changé de chaise, puis le nouveau trésorier, il ne la trouvait pas. OK. Fait qu'il faut faire attention parce que c'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident. Puis malheureusement, il est arrivé aussi des situations où il y avait de la fraude. Il y a toutes sortes de... Nous, on parle des situations là où ça va bien, mais on le sait, dans la vraie vie, il y a des situations où c'est plus difficile, où on vit des choses difficiles. Il faut juste aller chercher de l'aide à ce moment-là parce qu'il y a toujours une solution. Des fois, ça va être plus à long terme, mais il y a toujours une solution. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont au téléphone qui avaient des questions? Non? OK. Donc, je vais passer à José, puis ensuite, j'ai une petite question dans le chat, puis ensuite, on continue, Hélène? OK. J'ai des questions, moi. Ah! Bon, ben, allez-y. Catherine, c'est Joanne. C'est correct? Allez-y. Oui, c'est correct. OK, bon. OK. Là, on va revenir un petit peu en arrière. Là, je veux savoir, on n'a pas parlé d'exclusion d'un membre. Mettons, une exclusion de quelqu'un qui fait partie d'un comité d'association. Ben, je veux dire, une association de locataires. Alors, je veux savoir où on s'en tient où. Si cette personne-là, c'est elle qui fait que d'autres personnes s'empêchent de se greffer au comité. Et en fait, Hélène, là, elle va y répondre tout de suite après. C'est dans les prochains sujets. Ouais, vous êtes en avance. Est-ce que j'ai une autre question? Je peux y aller? Oui. OK. Bon, elle va me répondre à ça plus tard, c'est ça? Oui, c'est ça. On va en parler plus tard. Puis si ce n'est pas clair, vous reposerez votre question. OK. Là, je veux savoir aussi autre chose. S'il y a une réunion qui est planifiée et que le président ne délègue pas au vice-président, ne donne pas l'aval au vice-président de le remplacer, mais annule la réunion, est-ce que c'est correct ou bien non, c'est de limiter l'implication du vice-président? Écoutez, il a le droit de le faire, mais c'est pas une bonne pratique. Hein? Alors, de reporter la réunion parce qu'on ne peut pas être là comme président, il peut le... Robert, corrige-moi, mais si la majorité des membres décident de tenir la réunion est valide, le président ne peut pas décider tout seul d'annuler la réunion? Moi, je pense que, regarde bien, on délègue le pouvoir au président de convoquer les réunions, de les animer. Ouais. Ça fait que oui, c'est dans son pouvoir, tu as raison, Hélène, de dire non, on ne tiendra pas la réunion. Mais après ça n'empêcherait pas les membres soit de demander une rencontre spéciale d'urgence. Puis si le président ne veut pas, tu peux la faire pareil. Ou plus simplement, de dire au président lors de la rencontre suivante, écoute, là, tu n'es pas tout seul dans la patente, là. Puis si tu n'es pas là, c'est pas grave, tu aurais dû laisser la job au vice-président, on se serait réunis pareil, puis on est capable de continuer à avancer même quand tu n'es pas là. Tu sais. Fait que, si un président fait ça, à mon avis, c'est une erreur. À la rencontre suivante, on lui dit, puis en lui disant justement, regarde, tu n'es pas indispensable. Là, on est capable de se réunir, puis laisse le vice-président faire sa job, on va se réunir, puis la Terre va continuer à tourner même si tu n'es pas là. Mais oui, un président aurait le droit de dire non, je ne veux pas faire la réunion. Mais on peut lui reprocher, après on peut lui dire, regarde, c'est pas un bon move que tu as fait. Alors, recommence pas ça, c'est une erreur. Puis il va apprendre de ça, puis il ne fera plus ça. Mais s'il insistait puis il s'entêtait, on pourrait dire à un moment donné, wow, le président, c'est pas lui qui mène tout seul, on pourrait convoquer, si la majorité des membres est d'accord, on pourrait convoquer une réunion et la tenir, même en l'absence du président. Ça s'applique aussi au CCR. C'est les mêmes... OK, correct. Ça part de l'idée que tous les membres sont égaux en droit, puis qu'à un moment donné, on a le droit de se réunir, là, même si on a mandaté quelqu'un pour convoquer les réunions. S'il fait mal son travail ou il ne veut pas le faire, ou il va empêcher la tenue de réunion, bien, l'ensemble des membres peuvent tenir une réunion pareille. Mais je pense que la meilleure idée, c'est de dire à la personne, regarde, tu n'es pas tout seul. Là. C'est pour ça qu'il y a un vice-président, puis on peut tenir des réunions même si tu n'es pas là. Tu n'es pas indispensable. OK. Puis
quand on s'adjoint à un organisme là, extérieur comme une communauté, le communautaire ou quoi que ce soit pour créer une activité, je donne un exemple là, comme la cuisine collective. On pourrait faire affaire avec les gens de la communauté ou on peut faire aussi affaire avec les étudiants dans les écoles? Le comité peut se faire affaire avec qui il veut. OK. Bon. Je vais passer à Josée. Puis je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond-tu à votre question? Oui, c'est parfait. Si j'ai des développements plus tard, je poserai les questions en conséquence. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais céder la parole à Josée. Ça va être la dernière intervention, puis ensuite, on va avancer, puis on aura une autre période de questions. Je veux juste reprendre un petit peu, par contre, sur ce que Robert y a dit, parce que je l'ai vécu. Le conseil voulait faire la réunion quand même, mais c'est moi qui étais allé au rendez-vous, qui avait les informations du dossier qu'on devait discuter dans le point d'ordre. Et moi, j'ai dit, OK, ben faites-la, mais j'ai dit, je ne serai pas là. Fait qu'ils se sont réunis, ils se sont payés du café, des gâteaux, puis ils n'ont pas pu parler du point d'ordre parce que c'est moi qui étais allé à la réunion de la ville. C'est juste un exemple. Puis pour la madame tantôt qui avait perdu, normalement, là, comme Hélène a dit, vous devez faire au fur et à mesure, ouvrir ce qu'on appelle un journal généraux. C'est une feuille quadrillée que vous rentrez la date, le numéro de la facture, où vous l'avez acheté, puis c'était quoi. Si vous remplissez ça au fur et à mesure, ben, vous êtes quand même en sécurité. Puis au fur et à mesure, les factures, vous les collez sur une feuille, puis vous faites une photocopie, parce que les papiers, l'encre, elle disparaît après un certain temps. Et, il arrive un an, puis whoop, tu ne vois même plus les chiffres qu'il y a sur la facture. Ça, c'est important. Puis pour la dame, tantôt, oui, vous êtes imputable, mais je ne pense pas que c'est le cas aussi, peut-être. Mais si c'est un audit, je suis désolé, c'est le comptable agréé qui est responsable des chiffres qu'il annonce. Ce n'est pas le conseil d'administration. Il a été payé, c'est un professionnel et c'est lui qui est responsable de ces chiffres. Lui, il fait une vérification de votre comptabilité, puis tous les chiffres qu'il lance, sinon il peut perdre sa licence de comptable agréé. C'est juste le point d'ordre que je voulais ramener. Là. Pas tout le monde qui fait affaire avec un comptable non plus. C'est sûr que quand il y a un comptable dans l'histoire, effectivement, mais il y a beaucoup font ça maison. Il y a peut-être des CCR qui ont un certain budget et qui font peut-être des audits, je ne sais pas. Là. Non, ça arrive. Ça arrive. Fait que là, c'est le comptable qui est vraiment. C'est juste ça que je voulais préciser. Là. Parfait. On va revenir dans la semaine prochaine. De toute façon, on va revenir plus spécifiquement sur la tenue de la caisse là, avec des outils. Fait qu'on pourra, merci de nous amener là. Catherine, y a-t-il d'autres questions? J'avais une autre question qui est encore relative plus à la gestion financière, mais comme on va rentrer spécifiquement là-dedans la semaine prochaine, je pense qu'on peut... Peux-tu la garder? Fait que comme ça, on va répondre. En banque. OK, super. Okay. Je vais m'assurer que la semaine prochaine, on la couvre. Parfait. Alors, ce qu'il nous reste à couvrir ce matin, c'est effectivement qu'est-ce qui arrive quand il y a le départ d'un membre. On va regarder la question de la gestion de la salle communautaire, les liens avec les CCR, les liens avec l'Office, puis des petits trucs pour que ça aille bien, des recommandations pour que ça aille bien. Alors, si on parle du départ, alors il y a toutes sortes de départs. Il y a des départs qui sont volontaires. Écoutez, moi, je suis secrétaire d'une association et il m'arrive quelque chose dans ma vie qui fait que j'ai malheureusement plus de temps à consacrer. Je démissionne. Alors, on va lui demander de nous donner une démission par écrit. Excusez, je vais remettre l'écran partagé. Hein? Oui, ça fait une petite pause. Je surveillais. Je surveillais, merci. Voilà. Voilà, le départ volontaire. Donc, on va... ou bien, malheureusement, c'est pas... On l'a mis d'involontaire, mais ce n'est pas volontaire. En cas de décès, si jamais quelqu'un part pour une question de décès, malheureusement, ça arrive. On peut demander, juste avant qu'on arrive ça, on demande un écrit évidemment pour la personne qui quitte volontairement. Puis s'il y a un décès, dans les deux cas, le comité peut demander à un membre de l'association, pas à quelqu'un en dehors de l'association, mais à un membre de l'association, de remplacer pour la fin du mandat. On appelle ça coopter un nouveau membre. Autrement dit,
on est 5 membres sur le comité, il y a une personne qui décède, est-ce qu'on va fonctionner à 4 jusqu'à l'Assemblée générale, parce qu'on sait qu'à l'Assemblée générale, ça va être les élections. On dit non, on aurait besoin d'avoir quelqu'un d'autre, fait qu'on va aller chercher quelqu'un. Le comité, pas le président, le comité va aller chercher un autre membre, puis va l'accepter dans le comité de locataires ou le conseil d'administration, puis va procéder aux élections de la prochaine Assemblée générale. Ensuite, là, le départ d'un membre, ça, on pourrait faire toute une session sur la gestion des conflits. Fait qu'on va essayer de résumer ça. Alors, il y a des fois, on veut qu'il parte. Il ne part pas, mais on veut qu'il parte. Bien, ça ne va pas bien. Fait que comment ça va finir? Alors, la première, quelqu'un qui, alors par exemple, vous avez un membre qui, le petit problème, ce serait, vous avez un membre qui ne vient jamais aux réunions. La première étape, ben, c'est d'y en parler. C'est de s'asseoir avec la personne puis de l'avoir en privé. On ne parle pas, on fait. C'est jamais constructif ni productif à des reproches à quelqu'un devant un groupe. Hein? La personne, elle va se mettre à la défense, puis elle va se mettre à se défendre, c'est humain, c'est normal. Fait que si on a des problèmes avec un cas de conflit, on s'assoit avec la personne. Alors, ça peut être le président, ça peut être peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans le comité qui a une meilleure relation avec cette personne-là, puis le comité pense que ça devrait être cette personne-là qui va le voir. Fait qu'on s'assoit, puis on a une conversation franche. Écoute, on a un problème, ça ne peut pas durer. Est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble? Alors, il y a une discussion. Des fois, ça règle le problème, des fois, ça ne le règle pas. La solution, ce n'est pas toujours que la personne parte. L'humain, une des forces de l'humain, c'est qu'on peut changer. Ce n'est pas toujours facile, puis ça a l'air que plus on vieillit, c'est difficile. Mais moi, je crois quand même en l'humain qui peut changer. Si c'est des difficultés qui sont importantes, puis si ça continue, là, on peut suggérer avec soit la personne, ça se peut que ce soit une personne du comité, ça peut être une personne qui est près du comité. Alors, on peut demander une démarche de résolution de problème. Puis, la Fédération a dans son guide, toujours ensemble pour agir, une suggestion de démarche. Dans le fond, il faut identifier le problème ensemble, il faut être sûr qu'on s'entend sur la compréhension du problème, on identifie des solutions, puis on met en œuvre des solutions. C'est à peu près les étapes résumées d'une démarche de résolution de problème. S'il n'y a pas de solution, on regarde, qu'est-ce que nos règlements généraux disent quand j'ai des problèmes avec un membre du comité? Des fois, il y a quelque chose, des fois, il n'y a rien. Alors, la solution ultime, mais là, c'est toute une question de gradation, puis d'évaluation, puis de jugement. Est-ce que la personne a fait des actes assez graves pour que je ne peux pas tolérer qu'elle reste là jusqu'à la prochaine élection, ou bien que ça prend vraiment... L'expulsion, c'est comme la peine de mort. Hein? C'est comme l'éviction de HLM, c'est comme le dernier recours. Alors, oui, on peut aller en procédure d'éviction. Souvent, ça va être prévu comment faire dans les règlements généraux. Sinon, la personne est expulsée par le comité et le membre expulsé peut toujours en appeler de la décision lors d'une assemblée générale. Ça peut être une assemblée générale spéciale. Alors, par exemple, moi, j'ai été expulsée parce que je suis soupçonnée, je ne voudrais pas dire que je suis soupçonnée de fraude, ce n'est pas ma nature, mais parce que je ne sais pas, moi, j'ai pogné les nerfs, puis j'ai vraiment agressé verbalement, fait des menaces, stalké, suivi, écœuré, je ne sais pas quoi, une membre du comité. Fait que c'est pas plus mon tempérament, je veux juste vous rassurer, mais au cas où. Donc, moi, si je suis expulsée, bien, je peux, selon les règles, dépendamment de ce qui est prévu dans les règlements généraux pour convoquer une assemblée générale spéciale. D'habitude, ça demande qu'il y ait au moins 10 membres qui signent, etc. Mais je peux dire, écoutez, le comité m'a expulsée parce que, mais moi, je conteste, puis je demande qu'il y ait une assemblée générale spéciale. Puis là, je vais exposer mon point de vue. Les membres du comité qui m'ont expulsé vont faire leur point de vue. Puis c'est les membres de l'association qui vont prendre le vote ultime. Mais là, ça arrive, là. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses qui arrivent, mais c'est vraiment l'étape la finale. Fait que ceux qui ont des questions, vous me reviendrez là-dessus tantôt. On arrive à la gestion de la salle communautaire. Okay? En espérant que, premièrement, qu'on ait une salle communautaire. Alors, je pense, confirme-moi, Robert, je pense que la majorité des endroits où il y a des associations, il y a des salles communautaires.
Dans les autres, il y a d'autres solutions à trouver. Alors, souvent, l'Office va déléguer. Alors, la salle communautaire, là, vous le savez, c'est le cœur de l'association. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le guide Ensemble pour agir, mais c'est vrai. C'est là que ça se passe. C'est là que la vie communautaire se passe. C'est là que les activités se passent. Alors, c'est un enjeu, hein? C'est là que le pouvoir aussi se passe, parce qu'avoir la clé de la salle communautaire, c'est un pouvoir, ça, dans une habitation. Alors, généralement, c'est le comité de locataires qui va assurer la gestion de la salle. Puis, de grâce, ayez une entente écrite avec votre office là-dessus, parce que ça nous oblige à s'asseoir et à dire, OK, je vais régler tous les détails de ma relation avec l'office en ce qui concerne la salle communautaire, puis ça va être clair. On ne sera pas toujours à discuter oui, non, oui, non, oui, non, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. Alors, l'entente là-dessus, il y a un modèle là aussi sur le site de la Fédé. Alors, pour moi, ça m'apparaît quelque chose de très important. Les équipements dans la salle communautaire, quand c'est des équipements qui appartiennent à l'association, bien, ça ne peut pas être utilisé. Alors, par exemple, si l'association a un ordinateur, parce que c'est ça, l'Office va déléguer la gestion, mais l'Office a le droit quand même de garder la salle pour certaines de ses activités. Fait que, là aussi, ça va faire partie de l'entente sur comment on s'arrange quand l'Office a besoin de la salle. Entre autres, on pense, je ne sais pas, les élections. Quand il y a des élections, souvent, les salles communautaires vont être utilisées pour devenir des lieux de vote. Alors, ça peut être encore pour ses propres activités ou pour des activités pour les locataires. Un office qui veut faire des rencontres avec l'ensemble de ses locataires peut utiliser la salle communautaire pour faire ça. Mais s'il y a des équipements qui appartiennent à l'association, il faut l'autorisation de l'association pour utiliser les équipements. Si vous avez, par exemple, un frigidaire, puis il y a de l'eau dedans, il n'y a personne. Si la salle est prêtée à l'office ou à quelqu'un d'autre, l'eau ne vient pas avec. Là. Ça appartient à l'association. C'est un bon moment de rappeler, vous le savez, quand vous faites votre demande de financement à l'office à chaque année, on vous demande de faire la liste de vos équipements. Alors, c'est important, puis ça peut servir en cas de conflit par rapport justement aux équipements de la salle communautaire. C'est quoi les équipements qui appartiennent à l'association? Alors, pour des suggestions pour que ça se passe bien, la gestion de la salle communautaire, parce que des fois, ça ne se passe pas toujours bien. Alors, la salle communautaire, elle est gérée par le comité, mais elle appartient à l'office, elle est gérée par le comité, mais c'est le lieu de vie des locataires. Hein? Dans le fond, c'est comme si elle appartenait moralement aux locataires, parce que c'est leur lieu commun à eux autres. Alors, une petite coquille, là, je la corrigerai. On suggère de se donner un code de vie. Un code de vie, je l'ai mis en guillemets parce qu'on ne trouvait pas une meilleure expression que ça, là. Mais dans le fond, c'est quoi qu'on veut, comment on veut que ça se passe dans la salle communautaire. Fait que des fois, on va afficher sur on peut appeler ça des règlements, des codes de vie, de vivre ensemble, sur les valeurs, par exemple, de respect, de tolérance, de consommation d'alcool, etc. Tout ce qui et ça, si c'est le comité qui décide ça tout seul, il n'y aura pas l'adhésion des membres. Les membres ne se sentiront pas concernés. C'est important d'avoir cette discussion-là dans une assemblée de l'ensemble des membres pour dire, OK, nous, on vous propose un code de vie qui dit ça dans la salle commune. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou non? Puis là, on peut l'amender, on peut l'enrichir, on peut faire toutes sortes d'affaires. Dans les questions qu'il faut poser aussi aux membres, c'est quoi qu'on souhaite comme heure d'ouverture et de fermeture? Par exemple, je me souviens d'une situation où est-ce qu'il y avait des logements qui étaient juste à côté de la salle communautaire. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, là, on ne veut pas avoir du va-et-vient à minuit le soir parce qu'il y a des gens qui dorment, il peut y avoir des enfants qui vont à l'école, etc. Donc, qu'est-ce qu'on se donne comme balise pour les heures? J'aurais même pu dire pour les jours et les heures, parce qu'il y a des places parce que c'est aussi il y a des jours où la salle est fermée pour des bonnes raisons. Est-ce que je peux réserver la salle pour une activité de groupe? Est-ce que le CLSC peut réserver la salle? Comment ça fonctionne? Puis, c'est quoi les types d'activités qui sont permis dans la salle? On le sait, certains endroits, je ne sais pas si c'est répandu, on va dire pas d'activité lucrative, OK? Pas
pas de commerçant qui vient vendre ses produits dans la salle commune. Alors ça, c'est important de décider ça tout le monde ensemble. Puis aussi, est-ce qu'un locataire peut louer la salle pour une soirée de familiale ou un party de Noël ou un mariage? Alors, c'est quoi les types d'activités? Puis, y a-t-il un prix? Puis, s'il y a un prix, c'est quoi le prix? Alors, tout ça, là, ça finit par nous faire un ensemble de règles qui nous dit comment on va vivre dans la salle communautaire. C'est aussi la responsabilité du comité de faire connaître, parce qu'il y a des choses qu'on peut décider, puis il y a des choses, il y a des règles qui existent, OK? Alors, l'interdiction de fumer, même si on vote contre ça, là, il y a une loi qui dit non, on n'a pas le droit de fumer dans la salle communautaire. La capacité maximum, alors, c'est quoi? Combien de personnes peuvent aller dans la salle selon les pompiers et les mesures de sécurité? La préparation d'aliments. Alors, à partir du moment où je fais des repas qui rassemblent beaucoup de personnes, est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent sur la préparation? Alors, il y a des endroits où est-ce qu'il va y avoir des exigences sur le type de frigo, le type de hotte, etc. Est-ce que ça prend un permis pour servir de l'alcool lors des événements? Alors, il faut informer le comité. C'est important qu'il se tienne au courant de ces règles-là et qu'il informe les membres de ces règles-là. Puis 3, bien, comme la salle communautaire, c'est le lieu des activités, bien, ce serait assez une bonne idée d'afficher la grille des activités. Autrement dit, le mardi matin, on fait du pilates, on fait du yoga, puis le jeudi, on fait de la couture, puis le vendredi, on joue aux échecs, en tout cas, tout ce qui peut se passer d'agréable dans une salle communautaire. Alors, ça va pour la salle communautaire. On prendra les questions tout à l'heure. OK. Maintenant, dans un autre sujet, là, on ferme la salle communautaire, on arrive à un autre sujet. Les liens avec le CCR. Y a-t-il des liens entre l'association? Bon, c'est sûr qu'il y a des endroits où l'association, c'est le CCR. Ceux-là, c'est clair que les liens sont assez simples. Mais les autres, où est-ce qu'il y a des associations, puis il y a un CCR qui délègue des gens, puis qui vont former un CCR. Et que le comité de l'association, c'est vraiment... Moi, je pense qu'un bon CCR ne peut pas faire son travail s'il n'y a pas derrière lui les comités de locataires. C'est mon point de vue personnel. Parce que la personne qui est envoyée au CCR, elle n'a peut-être pas toute la connaissance de l'habitation. Alors, le comité, il faut qu'il soit le lien qui fait la chimie entre les locataires de l'immeuble et le CCR. Puis ça, ce lien-là, il faut qu'il soit réciproque. Il faut que le comité, là, il va connaître la réalité des locataires, puis il va la transiter vers le CCR par son représentant. Puis, par exemple, le comité, moi, je pense que ce serait une très bonne pratique qu'avant chaque rencontre du CCR, il y a une discussion entre le représentant au CCR puis les membres du comité en disant, bien là, tu vas aller parler, je ne sais pas, moi, l'office va vous consulter sur la politique de location. Nous, on entend les locataires qui nous disent que, fait comme ça, le représentant qui va au CCR, bien, il y a derrière lui, là, le poids de ce que veulent les locataires. Puis, quand je dis que c'est réciproque, bien, il faut que ça aille dans l'autre sens aussi. Il faut que le représentant revienne à son comité, puis le comité de locataires informe les locataires de ce qui se passe. Autrement dit, si l'office a présenté son projet de politique ou adopté un projet, un plan d'action sur les immeubles, bien, le comité de locataires va être la courroie qui va permettre la diffusion de l'information. Alors, ça peut être par de l'affichage, ça peut être par des assemblées de discussion. Le comité de locataires, là, qui est près de ses membres, il ne réunit pas juste à l'Assemblée générale annuelle. Il les réunit au cours de l'année pour les tenir informés de ce qui se passe. Ça peut être aussi, la Fédération a fait un projet pour, par exemple, l'augmentation du budget des rénovations majeures. Bien, l'association peut réunir les locataires pour les informer. Donc, le comité va désigner ses représentants au CCR. Ça peut être comme on disait tantôt, je voulais donner l'exemple, ça peut être un membre du comité, comme ça peut être un autre membre qui est bon là-dedans, là, puis qui est capable de défendre le point de vue des locataires, puis on va s'asseoir avec lui, puis il va nous rendre des comptes, puis on va le déléguer au CCR. Ça peut être ça. Donc, les besoins, il faut connaître les besoins et les demandes des locataires, il faut connaître les réponses, puis les autres informations. Puis, bien, la circulation d'une bonne information, ça permet souvent de résoudre des problèmes, puis de mieux répondre aux besoins des locataires, puis mieux outiller le CCR dans son travail. Je sais pas, vous vous rappelez dans les témoignages, là, moi, ça
Ça fait plusieurs entrevues que je fais avec les gens des associations. Puis ça ressort souvent que c'est le fun d'apprendre des nouvelles choses sur les HLM. C'est le fun d'apprendre comment ça marche. C'est le fun d'apprendre c'est quoi les règles dans lesquelles qui m'entourent, comment ça marche, les politiques de l'Office, c'est quoi. Fait que ça, le comité, plus il va être capable de transmettre la bonne information, mieux ça va créer dans l'habitation un sentiment d'appartenance à l'association. C'est sûr que si on ne veut pas que l'association soit dynamique, bien là, on n'informe pas le monde, puis chacun reste chez eux. Mais je pense que ce n'est pas ça que vous autres, vous voulez. Donc, l'information, la communication, c'est des éléments essentiels de la recette. Je vais prendre une petite gorgée parce que... Voilà. Alors, on arrive maintenant les liens avec l'Office. Alors, c'est sûr que, j'ai marqué évidemment parce que ça m'appelle, vous le savez mieux que moi, c'est bien mieux quand ça va bien que quand ça va mal. Hein? Fait que les liens qu'on veut faire, on veut qu'ils soient constructifs, on veut qu'ils mènent à des décisions qui améliorent la situation. Hein? Constructif, c'est ça, on construit sur quelque chose pour améliorer. C'est quoi les ingrédients de la recette pour une bonne communication avec l'Office? Alors, communication avec l'Office doit représenter la vie du comité et non pas d'une personne. Puis là, on ne dira pas juste le président, là, mais ce n'est pas un membre du comité qui peut dire à l'Office, nous autres, c'est ça qu'on veut. Nous autres là, ça, c'est pas moi tout seul, c'est les autres en arrière. C'est important de savoir c'est quoi, d'arriver avec un mandat clair. Alors, moi, je viens vous parler à l'Office parce que je sais que les locataires m'ont exprimé que c'est ça qu'ils voulaient. Parce que c'est votre force. Ça va être votre force de ne pas être tout seul. Des fois, c'est plus compliqué de représenter les gens que d'avoir une opinion personnelle parce que nous, on habite là aussi. Puis ça fait des années qu'on fait ça puis qu'on connaît les politiques et tout ça. On peut tenter de dire, OK, moi, je vais y aller puis je sais qu'est-ce qu'il faut leur dire. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de sonder notre monde. Puis là, votre monde, des fois, c'est le comité, au moins le comité, pour que l'Office ne puisse pas dire « Ouais, le président, il m'a dit ça, mais moi, j'ai parlé à d'autres membres du comité, puis ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. » Ça, là, je vous le dis, moi, j'ai travaillé dans un office pendant 17 ans. Ça, si vous ne voulez pas avoir de crédibilité puis pas de force, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Parler sur le côté puis par en arrière à l'Office pour dire que ce que le président a dit, mais ce n'est pas vraiment ça qu'ils veulent. Fait que là, l'Office, c'est le fun, ça, parce qu'on n'a plus rien à faire parce que le monde ne s'entend pas. Ça demande du respect. Okay? Si vous ne respectez pas les gens de l'Office, qui, dans la grande majorité des cas, sont de bonne foi, mais c'est des gens qui sont entourés de règles à respecter, puis qui n'ont pas toujours la marge de manœuvre que vous aimeriez qu'ils aient. Puis réciproquement, si l'Office ne vous respecte pas, bien, on n'aura pas des rapports constructifs. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que le respect est réciproque. Ça se joue à deux, cette affaire-là. Il faut être transparent. Il ne faut pas avoir l'air de jouer des petites games que on va aller demander ça à l'Office parce qu'en arrière, je ne sais pas moi, une telle organisation va nous aider à le faire si l'Office veut pas. En tout cas, la transparence, là, ça n'a jamais mis à personne. C'est vraiment quelque chose, c'est dans la base de tous les rapports humains. C'est inclus dans le respect, dans le fond, on ne devrait même pas avoir à le dire spécifiquement. L'absence de traitement privilégié. C'est sûr que si un des membres du comité ou quelques membres du comité reçoivent un traitement privilégié de la part de l'Office, par exemple, si dans un comité, il y a plusieurs personnes, puis qu'il y a une personne donc l'ensemble de l'immeuble, ça fait des années que les logements n'ont pas été rénovés, puis qu'il y a un des membres du comité de locataires qui va voir l'Office, puis qui dit, vous savez, chez nous, là, ça a besoin, puis que là, l'Office va aller réparer son comptoir à lui, mais pas celui des autres locataires. Il y a eu un traitement privilégié et ça, ce n'est pas la démocratie. Alors, ça nuit, évidemment, ça détruit la crédibilité du comité. Puis, pour l'Office, là, ça donne encore une occasion de vous diviser puis de ne pas avoir une parole forte et unie et représentative. Un autre ingrédient de la recette, le suivi efficace des dossiers et des demandes, avec une certaine ténacité. Moi, j'étais à l'Office de Montréal et je le sais qu'on était long à répondre aux demandes des locataires parce que c'était compliqué. Il fallait monter à tel comité de décision, puis après ça, tel comité, puis là, les SHQ, puis là, on a le budget. En tout cas, c'est complexe, c'est compliqué.
Mais il faut que le comité s'assure qu'il fait le suivi de ses dossiers et de ses demandes. Parce que peut pas dire, quand on demande à quelqu'un, on peut espérer que la personne elle va nous revenir vite ou elle va assurer le suivi des demandes, mais ça peut arriver que la personne elle soit plus lente que ce qu'on veut. Fait qu'il faut, toujours dans le respect, la politesse, on est capable de se parler, mais il faut suivre nos dossiers, puis ça aide notre crédibilité aussi. Puis, si vous avez de la misère avec vos rapports avec des personnes de l'Office, vous pouvez toujours parler aux gens de votre CCR ou vos représentants au conseil d'administration de l'Office qui, eux, sont à d'autres paliers où est-ce qu'ils peuvent faire bouger les choses et vous aider parce qu'il faut trouver une solution pour que les rapports soient constructifs. Les liens maintenant avec des bonnes pratiques sur... Ah oui, excusez, j'ai 2 fiches sur les liens avec l'Office. Alors, il y a aussi, dans le même sens que tantôt, la bonne suggestion de M. Trottier de dire, je pense que je vais dire José, je pense qu'on se connaît assez, je vais dire José, la bonne pratique qui dit que le comité de se réunir à des dates régulières puis de l'afficher. De la même façon, de donner des rencontres qu'on appelle statutaires ou régulières avec l'Office, c'est une bonne pratique. Puis c'est au moins une fois par an. C'est sûr qu'il y a des places où l'Office, dépendamment de la grosseur et de la disponibilité, mais d'avoir un rendez-vous, de se dire au moins une fois, puis idéalement, peut-être à chaque saison ou au moins 2 fois par année, se donner un moment dans l'année où est-ce qu'on sait qu'on va s'asseoir, puis on va transmettre, c'est quoi les priorités des locataires, ils vont nous parler de leurs priorités, puis on va s'entendre ensemble sur qu'est-ce que cette année, l'Office peut réaliser dans l'habitation. Puis, mettre par écrit les demandes parce qu'on le sait, les paroles s'envolent et les écrits restent. Fait que quand on a rencontré l'Office, moi, je faisais toujours ça quand je rencontrais la SHQ ou la Fédération des locataires. On s'entendait sur quelque chose, puis là, j'envoyais un petit courriel en disant « Merci de la rencontre, ce fut très agréable, j'ai aimé votre ouverture, je comprends qu'on s'entend sur les points suivants. » Fait que ça oblige les gens à dire « OK, s'il y a un courriel qui est là, elle va me revenir, si je ne respecte pas ça, elle va avoir une preuve. » C'est intéressant aussi de prendre le temps de mesurer les résultats de nos demandes. OK? Cette année, on s'est entendu avec l'Office qui faisait que les besoins, c'était ça, puis que leurs moyens, c'était ça, puis donc c'est ça qui serait réalisé. Alors, est-ce que, à la fin de l'année, est-ce que je prends le temps de dire, fais-tu le bilan de ça? C'est important. Puis ça rentre on parlait du suivi efficace. C'est un des outils de suivi efficace de faire le bilan pour mesurer est-ce que ça a donné quelque chose. C'est aussi une façon de revenir dans votre rapport d'activité aux membres en disant en ce qui concerne nos demandes à l'Office, voici ce qui est arrivé. On a obtenu ça. Si on ne l'a pas obtenu, mais on va revenir l'année prochaine. Alors, c'est des bonnes pratiques qu'il faut prendre le temps de faire. Alors, en conclusion, je pense que c'est en conclusion, hein, parce qu'on veut que ça aille bien quand même. Alors, on veut tellement que ça aille bien que j'en ai 2 fiches. Il y a des choses qu'on a déjà dites dans les formations, entre autres, sur le CCR et les conseils d'administration à l'automne, mais qu'on revient quand même parce que c'est important. On l'a dit au début, on a commencé le vidéo. Le premier mot dans le vidéo, vous l'avez entendu, c'est plaisir. Alors, pour que ça aille bien, travaillez dans la chicane, là. Hein, il n'y a personne qui aime ça. Que ce soit dans une association, au travail, dans la famille, avec les amis, quand il y a de la chicane, surtout là, après 1 an de pandémie, on a eu le temps de faire le ménage dans les relations qui nous sont bénéfiques et où on trouve du plaisir. On est capable de faire des choix. Donc, si vous voulez garder votre monde, là, travaillez dans le plaisir. Reconnaître le temps qu'ils mettent, OK? Même s'ils n'en mettent peut-être pas autant que vous autres dans votre conception à vous, mais ils en mettent du temps. Fait que, donnez une place à ça, soit dans vos discours à l'Assemblée générale, soit ça peut être dans le quotidien, ça peut être dans votre bulletin, ça peut être de différentes façons, mais de reconnaître le bénévolat qui se fait parce que c'est énorme, c'est énorme. Bien communiquer, OK? Se parler, se respecter, éviter les ragots. Vous allez être surpris que j'ai marqué ça parce que ça n'existe pas, les ragots. Hein? On n'en a pas de ragots. Mais ça donne... Il y avait une présidente de Centraide Montréal qui, en anglais, avait une expression qui est très intéressante. C'est « The speed of the bus is the speed of the gang ». La vitesse du boss, c'est la vitesse de l'équipe. Mais de la même façon, pour moi, là,
la façon de se comporter des leaders, ben, ça va teinter sur la façon de se comporter des équipiers. Fait que si vous ne voulez pas être dans une habitation où est-ce que le papotage, puis il va en avoir, là, hein, vous ne contrôlez pas ça, il va en avoir, mais si vous mettez pas d'huile là-dedans, là, il va en avoir un petit peu moins, puis ça va être très constructif pour le climat. Travailler au développement des capacités d'apprendre et d'agir. Okay? Alors, on en avait parlé, je pense, la première semaine. Paul Morin nous a bien expliqué comment on est tous des personnes qui avons développé certaines compétences. Il y en a qu'on a moins développées, plus développées, mais qu'on peut travailler au développement des compétences. Alors, dans les milieux HLM, des fois, il y a des capacités d'apprendre et d'agir sur lesquelles on ne mise pas toujours et qu'on peut négliger. C'est important de garder ça. Par exemple, si je vous disais tantôt, si moi je suis bonne en comptabilité, puis ça donne que je suis la présidente en même temps, mais que je fais tout moi-même, je ne travaille pas au développement des compétences. Alors, la même chose quand je vais déléguer en dehors du comité. Alors, travailler aux compétences des gens, c'est comme pour moi un leitmotiv, là. Parce que, on le dit, le milieu HLM, ça devrait être un milieu tremplin qui permet aux gens de se donner un milieu de vie agréable. Bien, ça fait partie de développer nos compétences, ça fait partie de se donner un milieu de vie agréable parce qu'on va développer notre estime, puis ça va nous amener aussi à être plus impliqués dans notre quartier. Autrement dit, à partir du moment où je commence à réaliser que dans le fond, je n'ai peut-être pas fait mon secondaire 5, mais que je suis capable quand même de faire des affaires, peut-être que je vais aller m'impliquer dans un organisme communautaire dans le quartier. Peut-être que je vais aller m'ouvrir dans mon quartier. Fait que vous avez un rôle à jouer là-dedans. Valoriser les bons coups individuels et collectifs. Hein? Des fois, on travaille fort, puis on oublie de dire qu'on a travaillé fort et que c'est le fun ce qu'on a fait. Éviter les clans, ça ressemble au ragot, mais des fois, autour du comité, là, parce qu'il y a eu des élections et tout le monde n'était pas dans la même gang, mais à un moment donné, une fois qu'on est élu, là, on est dans la même. Il y a une équipe, il n'y a pas deux équipes. Il faut travailler à ça. Dissocier la vie privée de la vie du comité. Autrement dit, ce qui se passe à la maison, ça se passe à la maison, puis ce qui se passe dans le comité, ça se passe dans le comité. On peut parler de nos discussions puis de nos préoccupations du comité à nos amis puis tout ça, mais il faut quand même savoir où je trace la ligne pour ne pas nuire à la réputation du comité ou ne pas nuire à ma vie privée aussi. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, savoir déléguer pour ne pas s'épuiser parce qu'on en a tellement vu des gens qui étaient épuisés. Souvent des gens comme Mme Lefebvre nommait tantôt, là, des présidents qui se retrouvent à faire la tâche de tout le monde. Puis, on ne peut pas faire ça pendant 20 ans. Là. À un moment donné, on est tanné. Puis, on perd des bonnes personnes parce qu'on n'a pas... Alors, il y a savoir déléguer, mais aussi de trouver les personnes pour déléguer. Je sais que c'est un enjeu, ça aussi. Puis, de valoriser encore là les compétences des autres. Alors, c'était la fin. Juste vous dire, la semaine prochaine, ça va être notre dernier bloc. Alors, les sujets qu'on va toucher, c'est l'accueil et l'intégration des nouveaux membres, se donner un plan d'action, répondre aux problèmes soulevés par les locataires, le pouvoir d'agir. On va revenir sur la question justement de développer les compétences, la gestion financière, on va vous référer aux outils, puis les partenariats, comment développer nos partenariats. Voilà, des questions. OK, je l'ai eu. Des fois, avec les écrans, la souris à part. Donc, merci beaucoup, Hélène. Moi, j'ai un commentaire avant de prendre la question. Le plus grand frein, souvent, là, dans les... Attendez, je vais faire un micro. Dans les milieux, là, moi, ce que je constate, là, avec ma petite expérience, le plus grand frein, là, c'est la confiance en soi des gens. Puis de déléguer, de permettre d'essayer, de ne pas tout faire, de prendre le temps de travailler. Si la personne prend confiance en ses capacités,
La capacité d'apprentissage est là. Notre cerveau, il est plastique, il apprend. Les expériences de vie, même si on n'est pas allé à l'école, on a un bagage incroyable qui nous habite. Puis, à travers les associations, ce qui est beau de voir, c'est que des gens qui avaient toutes les compétences, mais qui ont juste pris confiance en eux et que ça leur a permis de développer une association, de s'impliquer dans leur quartier. C'est là la clé du succès. Puis l'association, pour faire rayonner les compétences qui sont là chez les gens, pour faire prendre confiance aux gens, bien, l'association elle a un rôle dans le comité, elle a un rôle auprès des locataires. Puis ça, je pense, c'est la grosse clé. Tu as raison, puis je rajouterais quelque chose qui m'est revenu souvent en regardant les entrevues, puis je suis pareil, fait que je suis bien à l'aise de le dire. On dit toutes sont venus me chercher. Hein? On a de la misère à se dire, hey, moi, je me suis présentée parce que je pense que j'ai les compétences pour faire ça. On attend, puis on n'ose pas, puis on se dit, vont-tu me reconnaître mes compétences? Puis on fait tout ça, là. Hein? Combien de fois, moi aussi, j'ai voulu m'impliquer quelque part, puis je disais, ben non, ça me gêne de dire, de poser ma candidature moi-même. Mais tu as raison, on travaille sur l'estime de soi. Complètement, oui. Donc, voilà, c'était mon petit commentaire éditorial. J'ai Constant, j'ai Micheline et il y a José qui nous dit « ne pas oublier la question des assurances. » Donc, oui, c'est dedans. Donc, je n'ai pas lu en détail la fiche, là, mais c'était marqué. Dans la gestion financière, il y a les subventions, les revenus, les assurances, la comptabilité, la reddition de compte. Donc, on le voit la semaine prochaine en détail. Oui, oui. Okay. Donc, je débute avec Constant, qui était dans le vidéo d'ailleurs. La vedette du jour. Vas-y, Constant, je te cède la parole. Un gros merci. Moi, c'est au sujet de la cooptation. Est-ce qu'on fait de la cooptation uniquement pour remplacer un membre? Ou bien s'il y a quelqu'un qui a des talents particuliers, puis que, bon, au début, à l'Assemblée générale, elle était gênée de s'impliquer, mais au fil du développement de l'association, elle nous a vu aller tout ça, puis elle a le désir de nous aider, puis elle a vraiment des talents particuliers pour organiser. Est-ce qu'on peut coopter une personne comme ça, tout simplement? Parce que nous, le nombre de membres nous le permet. J'ai cru voir qu'il fallait qu'il y ait plus de membres élus que de membres cooptés. Si j'ai bien compris, c'est pour un peu voir si c'est correct ce qu'on a fait. On l'a carrément passé une résolution, comme quoi qui est dans le comité pour nous aider, puis on lui laisse le droit de vote, puis tout ça, la personne. Là. Je vais répondre, puis après ça, Robert me dira si j'ai bien compris la politique de la Fédé là-dessus, parce que vous avez raison, dans le guide, il y a des choses qui sont écrites, mais qui sont un peu straight. Là. Donc, premièrement, pour coopter quelqu'un comme membre du comité, non pas comme collaborateur, mais parce que comme collaborateur, il n'y a pas de problème. Mais coopter, on parle de devenir membre, donc droit de vote, etc. Il faut qu'il y ait des postes de disponibles. Donc, par exemple, il y a eu une assemblée générale. Vous avez 9 postes, puis à l'assemblée générale, il y a 7 personnes qui ont été élues. Bien, il reste des postes à coopter. Donc, je pense que oui, vous pourriez coopter en cours d'année pour combler ces postes-là. La question de l'équilibre entre ceux qui sont élus et non élus, OK? C'est une question c'est de faire la balance, dans le fond, entre la légitimité puis la crédibilité, puis l'opportunité puis la réalité. Autrement dit, est-ce que si j'ai une association de 9 membres puis qu'il en reste 2 qui ont été élus par l'Assemblée générale puis que les décisions sont prises majoritairement par les 7 autres, est-ce que je suis crédible? Est-ce que ça affaiblit mon association ou non? Qu'est-ce que mes membres vont dire à l'Assemblée générale que j'ai fait ça? Fait que je pense que ça, c'est une question qu'il faut se poser. Maintenant, la réalité, c'est que l'Assemblée générale, peut-être qu'elle s'en vient dans 3 mois, puis là, il y a des tâches à faire, puis il y a du monde qui sont prêts à s'impliquer, puis qui se présenteront aux élections. Fait que je pense que c'est une question de jugement. Mais oui, la règle dans le cahier, vous allez voir, c'est là que vous l'avez vu, je pense, hein? La règle d'Ensemble pour agir dit qu'on devrait garder majoritairement des membres élus. Je pense que c'est une bonne pratique au niveau de la démocratie, mais juridiquement, là, on ne retrouvait pas en discutant de fondement à cette bonne pratique-là. Puis il y a la réalité qui est venue dans certaines situations combler le vide. Robert, est-ce que tu veux compléter là-dessus parce qu'il y a une question de politique de la Fédé, là? C'est une excellente réponse. OK. Merci. Je peux avoir un ange dans mon PowerPoint? Merci. Plusieurs. Moi, je trouve ça on va réagir, tout le monde. Présentation excellente, Hélène. Merci. Des autres questions? OK. Donc, merci, Constant. On va passer à Micheline Lamoureux.
Oui, bonjour. Félicitations, Hélène. C'était très bien fait, très intéressant. J'ai 2 questions. Je voudrais revenir sur la liste des biens d'un comité. Il y en a qui vont dire, ah ben, c'est pas grave, ils savent que ça, c'est au comité, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Mais non, parce que ce qui est arrivé, je ne dirai pas de nom, mais ce qui est arrivé ici, c'est que la personne qui était président ou présidente du comité n'a pas fait de liste. Alors, cette personne-là a quitté pour une raison ou pour une autre. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le comité s'est retrouvé comme il ne restait plus rien. La famille a tout pris parce qu'il pensait que c'était à la personne qui a quitté. Donc, le comité, là, il n'y a plus rien qui appartient au comité. Fait que c'est très important, autant d'un côté comme de l'autre, de faire une liste qui appartient au comité et que les membres du comité soient au courant de cette liste-là. Même, je dirais que lors de l'Assemblée générale, que ça soit affiché, là, tu sais, ça appartient au comité. Si vous en avez besoin, vous pouvez demander au comité, bon, etc., etc. Ensuite, moi, je pense qu'en ayant une fonction, quelle qu'elle soit dans un comité au CCR ou n'importe où, je pense que quand on s'implique, on se doit de dire, moi, je suis impliqué, j'ai une fonction, donc je donne l'exemple. C'est pas parce que tu as une fonction que tu dis, ben non, ben moi, regarde, moi, je suis présidente de ça, ça me regarde pas, ça, moi, je suis pas obligée de faire ça. Non, au contraire, parce que les gens vous visent, vous regardent, vous, justement parce que vous avez une fonction, alors donnez l'exemple. Et ça revient comme Hélène disait, au ragot et au clan et tout ça. Alors, moi, je me dis, des personnes en place, s'il vous plaît, soyez transparents et soyez constructifs. Bon. Pardon? Positif. Très positif, oui. Merci, madame. Merci, Micheline. C'est des bons commentaires. Et le changement que vous voulez voir. Pardon? Soyez le changement que vous voulez voir. Allez-y. Si je peux rajouter juste une petite chose, tantôt quand Hélène disait, admettons que l'Assemblée générale est faite, bon, puis là, les postes ont été créés au sein, je parle du CCR ou du comité, je vais parler du CCR. Puis une personne dit, ben, moi, j'aurais aimé ça, mais j'étais gênée, je ne voulais pas me présenter, blablabla. Mais on sait que cette personne-là a beaucoup de potentiel. Est-ce que le CCR peut voter pour avoir un autre administrateur, un autre poste d'administrateur au sein du CCR? Admettons qu'il y était 3 administrateurs avant, est-ce qu'on peut en nommer un 4e? Probablement qu'il va falloir... En général, les CCR ont des règlements généraux qui vont dire c'est quoi le nombre d'administrateurs. Fait qu'il faudrait une rencontre soit de l'Assemblée annuelle ou une assemblée spéciale qui change le nombre de postes. Okay. Par exemple, qui dit au comité exécutif, on veut avoir 4 membres au lieu de 3. Okay. Et une fois que le principe est voté, ben là, la personne peut... mais faut que l'ensemble, la majorité du comité soit d'accord. OK, mais je ne parle pas du comité exécutif. Là. Je parle en tant que membre de CCR. Oui, c'est vrai que c'est OK. OK, j'ai beau. C'est beau, j'ai rien dit. Okay. Tu as raison. Correct. C'est bon. Peut-être que j'ai mal compris. Mon petit hamster, ça lui prend un petit peu de temps. Merci. De rien. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore peut-être un petit 2-3 minutes avant nos petites annonces. Donc, j'ai quelque chose dans le chat. Téléphone, peut-être? Oui, je vais juste lire ça, puis ensuite, je te passe la parole, Joanne. Ensuite, il y aura merci beaucoup. Donc, j'ai une question possible pour la prochaine fois. Ah, c'est la prochaine fois. OK. Donc, je la prends en banque à ce moment-là.
Donc, Joanne, je vais te laisser la parole pour une question à la fois, si tu veux réouvrir ton micro. Ton micro est fermé, Joanne. OK. Là, je vais parler du cooptage ou ce que j'appelle, moi, chez nous, des sous-comités. Là, chez nous, on est 3 sur le comité des loisirs. On est juste 3 personnes. On a, l'année passée, instauré des sous-comités comme lors des bingos, parce que ça prend quelqu'un aussi pour aider. À 3, on peut pas. Et puis, ça prenait quelqu'un à la caisse, donc quelqu'un de confiance aussi. Donc, on a créé ce sous-comité-là. Donc, il y a à peu près 3 personnes qui font partie du sous-comité. On a aussi créé un sous-comité de décoration. Est-ce que, par rapport là, à l'équilibre, est-ce que, à quelque part, c'est correct de faire ça? Est-ce que c'est sain? Nous, ici, il n'y a pas eu d'objection en tant que telle. Quand on a proposé ça, c'est que les gens sont plus réfractaires à faire partie du comité de loisirs. Ils préfèrent faire partie d'un sous-comité. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez des sous-comités. C'est ce qu'on disait tantôt. Plus il y a de gens qui s'impliquent, tant mieux, on partage les tâches. C'est au comité, parce que le comité de locataire, c'est aussi des fois le conseil d'administration. Alors, c'est des règles et des responsabilités qui peuvent être prévues dans la loi sur les compagnies. Et les comités de locataires, même non incorporés, sont un peu assimilés là, dans leur fonctionnement. Donc, ils ont des responsabilités face aux membres et à l'Assemblée générale. Donc, vous pouvez faire autant de sous-comités que vous voulez. Comme membre du comité, vous devez juste coordonner puis veiller à ce que les membres du comité se comportent selon les règles, vos règlements généraux et vos règles de code de vie. Mais ils ne sont pas membres du comité de locataires, les membres du sous-comité. C'est les membres du comité de locataires qui assurent les responsabilités du comité de locataires. Oui. Donc, c'est pas former les sous-comités, c'est différent de coopter. Coopter, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui vient occuper un poste au CA ou au comité de locataire. Donc, prend des responsabilités. Qui vient de l'extérieur. Ben, ça va être il faut que ce soit un locataire. OK, d'accord. S'il vient de l'extérieur, ça va plus être ça pourrait arriver, là, je vois Robert, ça pourrait arriver, mais en général, on va plus voir des observateurs. Par exemple, un comité dit, moi, j'aimerais ça que l'intervenant communautaire de l'Office ou du CLSC participe à nos réunions de comité de locataires, on va l'inviter, puis il va faire partie membre, mais il peut être membre sans droit de vote, ou il y a différentes solutions possibles. Ça va dépendre beaucoup de vos règlements généraux. Mais en général, quand on forme des sous-comités avec des bénévoles, eux autres, ils ne sont pas membres du comité. C'est vous qui restez membre du comité. OK. Donc, à ce moment-là, c'est correct qu'ils n'aient pas de droit de vote, mais ils peuvent venir à l'occasion lorsqu'ils sont invités à une réunion du comité. Bien sûr. OK. Il y avait autre chose? Non, je pense que c'est correct, là. Je vous remercie beaucoup. Moi, tout ce que j'ai retenu, merci beaucoup, Hélène, c'est que ici, je pense qu'on devrait, le plaisir, c'est important. Le respect, c'est très important aussi. Alors, je vous remercie. Merci, bonne journée. Nous avons donc Constant et José qui ont levé la main. Je vais commencer par Constant. Oui, merci. C'est par rapport au commentaire, ce que j'ai entendu qui est venu me chercher tantôt. Puis c'est une chose qu'on vit à Sherbrooke, nous autres aussi. Il y a beaucoup de locataires, des fois, qui prennent des postes, puis en cours de route, ne sont pas à l'aise pour les faire parce qu'ils ne se sentent pas à hauteur pour les faire. Ce qui est revenu souvent, c'est de la trésorerie, justement, à Sherbrooke. Fait qu'à quelque part, on a pris ce qu'on appelle une partie du code d'éthique qui a déjà fédération. On ne fait pas pour, mais on fait avec. Fait qu'à quelque part, en appliquant ça, ce qui est arrivé, c'est qu'exemple, pour les papiers de la trésorerie, puis tout ça, c'est qu'on a pris des modèles, tout ça, on a fait un amalgame, ce qui se faisait mieux dans les associations. Puis après ça, ces papiers-là, je les emmène à personne, regarde, il y a telle chose qu'on peut faire avec toi, mais je n'ai pas ramassé à job. À quelque part, c'est qu'on a préparé des papiers pour qu'elle soit capable de les remplir, c'est le soutien qu'on a emmené, sans faire toute la job de trésorerie avec un mode de fonctionnement. Fait que même si la personne était plus compétente
que moi pour le faire parce qu'elle a suivi un cours de secrétaire comptable. Elle n'était pas à l'aise parce que ça faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas travaillé avec un ordinateur. On ne travaille pas avec des fichiers Excel, fait qu'on a fait un bon fichier avec carrément qu'on peut compter avec une calculatrice avec un cumulatif des opérations qu'on rentre date par date. On sépare même les factures qui vont dans les postes comptables quand on fait les achats. Ça nous a donné le moyen de faire des achats intelligemment. Fait que si on sort avec 3 factures à la même place, parce que ça va tel poste comptable, tel poste comptable, tel poste comptable, c'est tellement facile après ça de faire de la comptabilité. Fait que c'est une chose qu'on installe un peu partout et qui est vraiment facile. Fait qu'on amène un soutien, mais on ne fait pas les papiers pour le locataire, on amène un soutien comme ça pour la relève. Puis quand on les remplit, on le fait devant tout le monde voit comment que ça se fait. Fait que le mode de fonctionnement collectif emmène ça à ça aussi, c'est de garder comment on fonctionne. Chacun son tour anime, chacun son tour prend des tâches, puis tout ça. Fait que justement, moi, je ne suis pas capable d'être là comme premier animateur, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est capable de le faire à cette heure. Fait que c'est un commentaire, ça, que je voulais emmener des fois pour faciliter la relève, le mode de fonctionnement collectif aide beaucoup à ça aussi. On peut être président, vice-président, trésorier. Fait que présidence, vice-présidence, des fois, ça peut s'échanger. Il y a juste la trésorerie qu'on n'échange pas. Puis ça doit régler un problème de relève. Le monde savent quoi faire avec les papiers puis les postes quand il y en a un qui doit s'absenter. Moi, c'est une remarque en tout cas que j'en ai parce que ça a été vraiment bénéfique. On est quelques associations qui adoptent ce mode de fonctionnement-là pour favoriser la relève ou lorsqu'on a un gros problème à Sherbrooke. Merci. C'est un peu le commentaire que je voulais faire. Oui, c'est un bon commentaire. Merci, Constant. Donc, j'ai José et j'ai monsieur... Attendez. C'est Anctil, c'est ça? Anctil, oui, qui a levé la main. Donc, ça sera nos 2 dernières interventions. Je vais céder la parole à José. Moi, j'ai une question qui s'adresse à Robert parce que c'est d'actualité. Je ne dis pas qu'Hélène, tu n'es pas d'actualité, mais tu as travaillé à l'Office municipal de Montréal. Cette année, j'ai resté surpris. Tantôt, tu as parlé de le contrat qu'on a avec l'Office sur la gestion de local. À partir du moment, comme un locataire, que j'ai un bail, parce que c'est ce que c'est une entente de principe entre nous, pourquoi c'est l'Office qui vient nous dire ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, si ce n'est pas dans le contrat? Exemple, l'histoire de la COVID. OK, il y a eu un énoncé de la SHQ, mais il y a eu un énoncé du gouvernement plus haut qui dit, ben non, faites ça, mais autant que possible, du télétravail. Puis si vous n'êtes pas capable, faites-le, mais respectez les règles sanitaires et barrières. Moi, personnellement, je suis agent relais formé par la Croix-Rouge et le CLSC. Et l'Office vient me dire, tu fermes ton local. Mais ce n'est pas parce que je veux faire des activités, mais je sais que je pourrais en faire en respectant des normes et la capacité de local. Tout comme on rouvre les magasins et les locaux actuellement, puis on lui dit à l'entrée du magasin, c'est marqué 2 clients ou 6 clients, dépendamment de la superficie. Pourquoi on n'aurait pas ces mêmes règles-là? Parce que là, c'est fermé, puis il y a juste 2... Je me suis battu pour une activité, puis ils ont fini par comprendre que oui, c'est important. Là. Elle aussi, elle peut la faire, parce que c'est bien beau l'aide au devoir, mais il y a aussi la psychomotricité. Puis moi, l'exemple qu'on m'avait dit, ben, Lausanne est en danger. Ouais, mais l'autre, sa vie est en danger s'il n'y a pas de psychomotricité. L'âge 0,5 ans est important. Fait qu'ils ont autorisé, mais pourquoi on doit se limiter à ça? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, je vais demander à Robert de répondre parce que je vais donner le temps pour M. Anctil. Ouais. Écoute, ça va être court. Écoute, pour faire une histoire simple, là, les salles, ils appartiennent à l'Office et ils nous les délèguent. Donc, s'ils ont le pouvoir de nous les déléguer, ils ont le pouvoir de les reprendre. Puis dans des situations exceptionnelles comme celles qu'on vit depuis 1 an, c'est clair qu'ils ont reçu des ordres de Québec. Par exemple, fermer les salles. Ça fait que là, dépendamment des offices, je ne veux pas parler juste de Montréal, mais ils ont dit, bon, ben, on a eu l'ordre de Québec de fermer les salles. Ça fait qu'on les reprend, on reprend les clés, on les barre. Ceci dit, la SHQ permettait aux offices de permettre pareil des activités dans des salles quand il y avait des services essentiels.
Et là, c'est une question de négociation et d'interprétation locale. C'est aux associations de démontrer aux offices que tu fais des activités essentielles qui sont bien supervisées, protégées. Et donc, il y a plein d'associations qui ont maintenu certaines activités essentielles dans les salles, même si le mot d'ordre de la SHQ, le mot d'ordre général, c'était de fermer les salles. Mais après ça, c'est clair, l'association est l'utilisateur principal de la salle, et pas à nous autres. Donc oui, forcément, il faut négocier avec le propriétaire de la salle. Ma vieille mère disait, quand on est valet, on n'est pas roi. Là. On ne se cachera pas que les salles appartiennent à l'office, ils nous les délèguent. À certains moments, ils peuvent les reprendre, puis ça ne fait pas notre affaire. Il faut s'estimer avec eux autres, il faut argumenter, puis c'est ce que tu as fait, puis tu as gagné. Bravo. OK. Donc, si je comprends bien, le contrat de gestion de salle, c'est pas un bail. Légalement, non. Ça n'a pas la même force. Ben, tu ne pourras pas aller nulle part en cours avec ça. C'est l'entente. OK, c'est du gré à gré. Agreement. Oui, c'est du gré à gré qu'on va faire. OK. OK, non, c'était ça ma question parce qu'on voulait même rentrer comment on appelle, un organisme et l'office s'est objecté. C'était une maison de jeunes en plus. OK. OK. Donc, il y a M. Anctil, il y a Mme Lefebvre, mais il est déjà midi. Donc, je ne veux pas qu'on allonge la rencontre là, infiniment. Donc, je veux quand même prendre la question de M. Anctil parce que je pense que c'est respectueux, mais après, on va s'arrêter là. Donc, M. Anctil, c'est à votre tour. Bonne journée à tout le monde. Je suis capable de m'entendre? Oui. Absolument. On vous entend bien. Le premier, c'est pour la liste des affaires que ça appartient à l'association. Il faudrait qu'il y ait une liste d'inventaire faite à toute la mesure que c'est. Deuxième chose, tout le monde dans l'association de locataires, j'étais président, puis que si je faisais un tour de table, qu'il avait un projet, je laissais chacun parler. Comme ça les ouvrait quand même s'ils sont à gêner ou il avait manqué de confiance. Et il disait que c'est là-bas. Puis là, ça ouvrait la porte pour les prochaines fois. Puis le gros, il avait peur que la question supposait être niaiseuse. Bien, j'ai dit, il n'y a pas de question niaiseuse. Seulement les réponses des fois. C'est tout. C'est parfait. Des bonnes pratiques que vous avez développées. Oui. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, beaucoup, Hélène, de toute cette présentation, mais cette préparation, hein, il y a des heures de préparation en arrière là, pour les contenus, tout ça. Donc, c'est fun. J'ai du fun. Et donc, là, on se revoit la semaine prochaine.